Réunir médecins et kinés à un même moment et en un même lieu permettra, nous l'espérons, de créer des échanges et du lien entre nos deux métiers. Des métiers différents, mais pourtant si souvent unis autour d'un même patient. Nous aurions pu proposer des conférences sur bien d'autres sujets, que cela soit en neurologie, en musculo-squelettique ou autre, en cardio-respiratoire, en pédiatrie, ou encore concernant la personne âgée, tant le parcours de soins de tant de patients nous amenant à collaborer ensemble quotidiennement. Le sujet de l'épaule douloureuse de ce soir s'est rapidement imposé comme le sujet de choix. Notre soif de développer nos compétences sur ce domaine est commune, du fait de la richesse de l'actualité scientifique, de la diversité des tableaux cliniques et des traitements qui en découlent. Une actualisation des connaissances permettra à chacun de mieux prendre en charge les patients, mais aussi, et c'est tout l'intérêt de cette soirée, de mieux connaître les compétences de l'autre. C'est encore une fois un vrai plaisir de voir que cette soirée affiche complet. Les kinésithérapeutes et les médecins ont su répondre présents, et ce, malgré l'annulation du cocktail, preuve de votre engagement. Vous êtes ici en présentiel, comme on dit maintenant, et nous sommes aussi suivis à distance, grâce à la retransmission en direct, magnifiquement orchestrée par l'équipe technique, maintenant bien rodée à l'exercice depuis presque 2 ans. Pour les personnes sur YouTube ayant besoin d'une attestation, regardez bien au niveau du chat, tout vous sera expliqué par nos modérateurs. Ces mêmes modérateurs qui prendront les différentes questions lors de la conférence et qui feront le lien entre vous et les conférenciers lors de la partie questions-réponses qui clôturera la soirée. Avant de laisser le micro à Caroline, je souhaiterais remercier vraiment du fond du cœur ceux sans qui rien de tout cela ne serait possible, et ce depuis plusieurs années. Alors un grand merci à l'URPSMK et tout particulièrement à sa présidente Corinne Frisch qui est présente ce soir, à Cobus, un logiciel de bilan qui vous accompagne quotidiennement, kinésithérapeute, et qui facilite la communication entre les kinés et les médecins, un des sujets importants de ce soir. Christophe Broy aussi, de Kiné & Co Formation, à MPS, qui saura vous fournir en matériel de rééducation. Et enfin, à Pascal Gouilly, dont l'une des très nombreuses casquettes, est d'être directeur de ce magnifique institut. Je laisse maintenant la parole à Caroline. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Caroline Monteragioni, je suis médecin généraliste sur Arouet. Et donc, je fais partie de l'association syndicale Réagir Lorraine. Donc, peut-être une petite moitié, du coup, connaît. Réagir, donc, c'est un syndicat qui représente les jeunes généralistes. Donc, les installés de moins de 5 ans, les remplaçants et les chefs de clinique universitaires. Et en fait, on ouvre nos formations, comme vous le savez sûrement, donc, aux internes de médecine générale qui sont adhérents au Raoul IMG. Moi, du coup, je voudrais vraiment remercier la SPL parce que franchement, mais ils sont au top. Ils ont énormément aidé pour l'organisation de cette conférence. Ils sont vraiment super dynamiques et vraiment, vous pouvez les applaudir déjà pour les féliciter. Merci pour eux. Donc ce soir, pour cette conférence, comme ça a été très bien introduit avant, on a vraiment voulu tourner ça sous le thème de l'interprofessionnalité. C'est un sujet qui nous tient, en tout cas à Réagir, particulièrement à cœur. Et sur un thème qui, je pense, pourra vraiment vous intéresser les uns comme les autres. Et donc nous aurons 2 experts, un médecin et un kiné. Et donc moi, je vais déjà vous présenter Ludovic Schneider. Donc là, je vais prendre mes notes parce qu'il en a des titres. Donc, il est médecin généraliste, médecin du sport à Nancy. C'est vrai qu'il participe activement à la formation initiale des médecins parce qu'il est maître de stage et directeur de thèse. Alors là, attention, parce qu'il va y avoir 60 demandes de direction de thèse après cette soirée. Il a plusieurs diplômes universitaires, donc en traumato du sport, en éducation thérapeutique et en échographie ostéo-articulaire. Il est également membre de la Société d'imagerie musculo-squelettique, du Collège national des généralistes enseignants, de l'association Mieux Prescrire, je vous avais dit c'est pas fini, et de la clinique du coureur.
Il va ce soir donc vous présenter la prise en charge côté médical de l'épaule douloureuse en médecine de ville. Donc je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Ludovic Schneider. C'est bon ? Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde, surtout pour un sujet qui, moi, me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que je rencontre tous les jours et que vous aurez probablement aussi régulièrement. Ce soir, j'ai décidé d'appeler ça, moi, personnellement, l'épaule d'un point de vue médical, mais contemporain, parce que, comme on vous disait, je reçois des étudiants et très, très souvent, vous avez appris au cours de la fac qui contiennent beaucoup de tests des années 70-80 et qui valent à peu près rien. Les étudiants viennent et testent les épaules, comme on vous avait appris, ils font un job, et donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a mal à l'épaule. Très bien. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on va voir les démarches diagnostiques, l'imagerie, le traitement, et théoriquement, je vais essayer de vous faire tout ça en 45 minutes. On va essayer. Donc, premièrement, au niveau de la démarche diagnostique, la première chose, et là, souvent, il y en a beaucoup qui se font avoir, c'est que vous demandez simplement, il a mal depuis quand ? Et du coup, vous vous lancez sur l'examen clinique. Très souvent, vous partez sans même savoir c'est quel type de douleur. Je vous rappelle, normalement, vous les connaissez, que ça ne va pas être la même chose s'il vous dit je bouge l'épaule, je prends un coup de jus, une décharge électrique, que s'il vous dit oh, le matin ça va, par contre en fin de journée, ouais, quand je sens que j'ai sollicité mon épaule, c'est un peu plus douloureux. Ou alors s'il va vous dire ça me réveille la nuit vers 4-5 heures du matin, le matin c'est raide, ça met plus d'une heure. N'oubliez pas de demander ces questions-là. Parce que souvent vous vous lancez dans un truc, c'est une douleur neuropathique, et vous galérez parce que votre examen clinique vaut rien, juste parce que vous avez oublié de demander c'était quoi. Et avant même de pouvoir examiner, intéressez-vous, parce qu'il n'y a pas que dans la lombalgie où il y a des drapeaux rouges, on a aussi des drapeaux rouges au niveau de l'épaule. Ça revient à peu près à la même chose, c'est-à-dire que vous allez chercher des histoires de cancer. Est-ce qu'il y a une déformation ? Est-ce qu'il y a un pancostobias avec une anomalie au niveau de l'œil ? Est-ce qu'on a d'autres signes, des infections ? Est-ce qu'il a de la fièvre ? Est-ce qu'il a une épaule rouge, douloureuse ? C'est pas du tout la même chose. On peut aussi avoir des signes d'instabilité avec... alors, quand vous voyez des luxations, comme c'est noté, c'est pas des luxations antérieures qui généralement se voient très bien et sont très douloureuses. C'est plutôt des luxations postérieures qui généralement passent inaperçues et principalement chez le sujet âgé. On peut aussi avoir les gros traumas, ou alors les ruptures de coiffe qui sont assez importantes. Et comme je vous disais, tout ce qui est neurologique, donc avoir un déficit moteur ou sensitif. Donc déjà, si vous avez un drapeau rouge, si vous êtes kiné, je vous conseille de renvoyer au médecin. Et si vous êtes médecin, je vous conseille de faire super attention à ça. Si vous passez à côté, vous serez responsable d'une... Enfin, vous n'avez pas intérêt à passer à côté. Pas si vous êtes venu. Au niveau de la douleur, définissez la douleur et généralement laissez le choix au patient de s'exprimer. Lui dites pas vous prenez des coups de jus. Non, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Et s'il n'arrive pas à vous décrire, lui donnez pas un mot. Dites-lui, je sais pas, ça brûle, ça pique, ça lance, ça tire, il y a des coups de jus, il y a des fourmis. Mais qu'il ait le choix et ne lui donnez pas un mot, sinon vous allez l'orienter. Et on ne veut pas orienter un patient, on veut qu'il nous définisse avec ses mots à lui. Est-ce qu'il y a des choses qui déclenchent sa douleur ? Est-ce que c'est le mouvement ? Est-ce que c'est le repos ? Est-ce que c'est n'importe quoi qui va déclencher la douleur ? Est-ce qu'il a une position antalgique ? L'intensité des douleurs, pourquoi ? Parce que ça va guider votre traitement. Vous verrez, je vous dirai tout à l'heure, à titre personnel, des traitements dans l'épaule, j'en mets pratiquement pas. Mais vraiment. Les irradiations, savoir si ça part dans la main, savoir si ça remonte au niveau de la nuque, ou des choses comme ça.
Et est-ce qu'il a déjà fait des traitements spécifiques en différenciant, alors après je laisserai Mathieu expliquer, mais la kiné et faire de la kiné. Parce que j'ai été voir un kiné, il m'a massé, il m'a mis des électrodes et tout ça, ça va pas. Oui, c'est normal, c'est pas un souci. J'ai été voir un kiné, il m'a donné des exercices, ok, qu'est-ce qu'il vous a donné, qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire, pourquoi ça va pas, est-ce que c'est le médecin qui s'est planté sur son diagnostic, ce qui est possible, est-ce que c'est le kiné qui galère, mais pensez à demander ce qu'ont fait les gens. J'ai pris des anti-inflammatoires, ça me soulage, j'ai arrêté les anti-inflammatoires, ça va pas mieux, c'est normal, ça n'ira pas mieux. Une fois que vous avez fait un petit peu l'interrogatoire, que vous savez si c'est des douleurs qui sont plutôt mécaniques, plutôt inflammatoires, généralement on commence l'examen de l'épaule par le test des amplitudes actives. Le test des amplitudes actives, il prend pas très longtemps. Vous demandez simplement au patient, soit debout, soit allongé pour l'antéflexion, de lever les deux mains en même temps. Petit rappel, un patient, ça s'examine torse nu. Ne le laissez pas en chemise. Comme je vous disais, sur les drapeaux rouges, si vous avez un cancer ou autre, qu'il y a une masse, vous ne la verrez pas à travers un t-shirt. Donc, vos patients, ils sont torse nu. Et vous leur demandez, du coup, de faire une élévation antérieure, de faire une abduction, de faire ce qu'on appelle une rotation externe 1, une rotation externe 2, et de faire une rotation interne en mettant le pouce le plus haut possible dans le dos, et vous comparez. S'il y a une petite différence sur votre rotation interne, ne vous inquiétez pas, généralement, si c'est un patient droitier, il lèvera un peu moins haut sa main droite que sa main gauche. Et un moyen simple pour regarder si vous avez une origine cervicale, il y a généralement 3 tests qu'on peut faire et qui marchent très bien. Vous avez l'inclinaison. Si le patient il vous dit, quand je lève, j'ai une petite douleur, vous lui demandez juste d'incliner la tête, il relève. Si ça aggrave ou si ça soulage sa douleur, il a probablement une participation cervicale. Ça ne va pas plus loin, on ne vous demande pas non plus des choses totalement dingues. Le test de rétraction répétée, vous mettez simplement une main au niveau de la base du cou et vous reculez et vous avancez une dizaine de fois la tête du patient et vous regardez si ça réveille ses douleurs. Celui qui est un peu moins connu, c'est celui que j'ai mis là en photo, qu'on appelle le arm squeeze test. Juste, vous comprimez le bras du patient comme un brassard et vous lui demandez si ça réveille ses douleurs. Si ça réveille ses douleurs, ça ne veut pas dire qu'il a une douleur cervicale et que ce n'est pas son épaule. Ça veut simplement dire qu'il a une participation cervicale qu'il faudra prendre en compte si vous voulez pouvoir soigner le patient. Une fois qu'on a fait ça, j'ai essayé de vous mettre juste un organigramme. En rouge, vous avez les grands types d'épaules. En vert, vous avez des diagnostics. Le schéma, il est là pour vous aider. Ne le prenez pas au pied de la lettre. On peut avoir une capsulite et des douleurs. C'est pas parce que si on est sur une épaule raide qu'il n'y aura pas de douleur. Une fois que vous avez fait vos amplitudes actives, si vous avez une limitation, à ce moment-là, vous allez regarder les amplitudes passives. La raison, elle est simple. Si vous avez une limitation de vos amplitudes actives et passives, ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau capsulo-articulaire. Soit la capsule ne va pas bien, soit l'intérieur de l'articulation ne va pas bien. Mais si la capsule et l'intérieur de l'articulation va bien, ce qui est autour, vous le chantez parce que c'est vous qui allez lever le bras. S'il n'a plus de tendon, on s'en fout, c'est vous qui allez lever le bras, donc il n'aura pas de limitation. L'épaule neurologique, elle est un petit peu à part. On n'en parlera pas trop ce soir parce que d'une, on n'aura pas le temps. Mais ça va être certains syndromes, comme un personnage Turner qui est généralement extrêmement douloureux et on va s'en apercevoir généralement quand il est trop tard, quand il y a une amyotrophie. Donc, si vous en voyez et que c'est très douloureux, adressez à un médecin qui connaît ou qui pourra mettre un traitement en place. Une fois que vous avez fait vos amplitudes passives, comme je vous disais, soit elles sont normales, et dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une rupture tendineuse. Petit rappel, on peut avoir des ruptures tendineuses assez franches, sans douleur, et sans limitation des amplitudes ni actives ni passives. Environ 80% des plus de 80 ans ont des ruptures de coiffe. Ils ne le savent pas forcément,
ils ont pas mal, vous les laissez tranquilles, ils vont très bien, ils vivent leur vie. C'est pas parce qu'on a une rupture qu'il faut aller se jeter dessus. Si le patient ne se plaint de rien, vous le laissez tranquille. On va avoir ensuite, lorsque les amplitudes passives sont limitées. Et là, on a en gros 2 grandes cases. La case des capsulites, que généralement vous connaissez. On a une limitation des amplitudes passives, des amplitudes actives. Elles se différencient généralement en 2 phases. Une phase chaude, une phase froide. La phase chaude, qui est la première phase, on peut passer à côté parce qu'au début, les limitations d'amplitude sont assez faibles. Généralement, on va retrouver certains signes un peu spécifiques. Est-ce qu'ils ont des facteurs de risque ? Un trauma, ça peut être une opération. Est-ce qu'ils ont du diabète ? Est-ce qu'ils ont une hyperthyroïdie ? Tout ça, c'est des facteurs de risque de capsulite. Et ensuite, vous essayez de déterminer si vous avez une phase chaude ou une phase froide. À titre perso, j'ai eu un patient il n'y a pas si longtemps que ça, 50 ans, limitation des amplitudes actives, limitation des amplitudes passives, aucune phase chaude, 0. Un peu surpris. Je l'ai envoyé faire une imagerie pour savoir, et il m'a fait une arthrose primitive sévère de son articulation gléno-humérale. C'est-à-dire qu'en 6 mois, l'articulation, elle peut être détruite. Donc, tout ce qui est limité n'est pas forcément une capsulite. Examinez, interrogez vos patients, demandez-leur ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est très douloureux ou est-ce que c'est juste raide ? Et ensuite, si vous avez les signes là, principalement dans la capsulite, la première limitation d'amplitude qu'on va avoir, c'est une limitation de la rotation externe 1. Pourquoi ? Parce que si votre capsule elle est rétractée, vous avez du mal à faire une rotation externe. On le voit juste là. Vous allez avoir une douleur sur les fins d'amplitude. Au début, ça va, et dès qu'ils sont limités, ça commence à devenir douloureux. Et on a la douleur à la palpation du processus coracoïde. On peut retrouver à l'échographie parfois des images du ligament gléno-huméral supérieur. Donc si vous avez un doute, vous venez appuyer sur son processus coracoïde, qui est juste en dessous de la clavicule, et vous regardez s'il vous décrit une douleur. À ce moment-là, vous êtes probablement face à une capsulite. De l'autre côté, on va avoir des épaules qui vont être limitées, où c'est pas la capsule qui est en cause, mais c'est l'articulation gléno-humérale elle-même. Alors les traumatismes, vous demandez, vous avez eu un trauma ? Oui, bon, du coup ça va vachement vous aider. Ou en fonction de l'âge. Une homarthrose, généralement, c'est plutôt les femmes, vers la 60aine d'années. Donc déjà, remettez en contexte. Quelqu'un qui a 40-45 ans, n'allez pas me dire il a une homarthrose, ou alors c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, et à ce moment-là, on verra avec l'imagerie ce qu'on peut faire. Quand vous n'avez pas de limitation des amplitudes articulaires actives, j'ai différencié 2 grands tableaux, l'épaule instable et l'épaule douloureuse. Sur l'épaule instable, généralement, vous connaissez tous à peu près l'instabilité antérieure, avec les vraies luxations, qui généralement... Alors, c'est la même chose. Un patient qui a une épaule instable, si vous dit « je me suis luxé l'épaule », vous n'êtes pas obligé de lui retester. S'il a été aux urgences, qu'on a dû lui remettre en place, vous amusez pas à dire « ah bah tiens, je vais lui mettre... ah bah ouais, la vache, ça sort bien. Ouais. » C'est sûr que si vous lui reluxez, elle sera bien instable aussi. Donc, s'il y a eu des imageries qui prouvent l'instabilité, vous n'êtes pas obligé de la retester. Si par contre c'est des subluxations, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas réellement ou autre, à ce moment-là, on peut aller lui mettre le bras en rotation externe 2 et on vient faire une petite poussée au niveau de la tête humérale. Et ce qu'on recherche, ce n'est pas de la douleur. Ce qu'on recherche, c'est juste une appréhension. Que le patient dise « j'aime pas, je le sens pas, on s'arrête ». Ok, il a probablement une épaule instable. Pour confirmer, on va faire ce qu'on appelle un relocation test. On le met allongé. Et cette fois-ci, pour faire le test, on vient mettre sa main au niveau de l'articulation gléno-humérale en avant pour lui bloquer sa gléno-humérale. Et si vous lui remettez en rotation externe 2, il va vous dire « non, là ça va, je me sens bien, j'ai pas d'appréhension, tout va bien ». J'aimerais juste revenir sur ce qu'on appelle l'instabilité postérieure. En gros, l'instabilité antérieure, dans la littérature, c'est 90-95% des cas. L'instabilité postérieure, c'est 5 à 10% des cas. À titre perso, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Je pense que toute épaule à 20 ans, 8 fois sur 10, c'est une instabilité postérieure.
Les tendinopathies chez les jeunes, ça n'existe pas. Ou alors c'est très rare, c'est pas votre premier diagnostic. Je pense que souvent, ce sont des instabilités postérieures. La dernière fois, j'ai vu une jeune fille de 14 ans qui est venue me voir en me disant « J'ai mal à l'épaule depuis 1 an, j'ai une déchirure qui guérit pas. » Une déchirure, ok, non. Donc vous examinez, elle avait juste rampé et sur un appui, son épaule était un peu ressortie derrière et depuis elle se traînait une douleur et on lui a dit « Tu t'es déchiré un muscle, ça va passer. » Au bout d'1 an, une déchirure musculaire, ça a guéri. Donc elle a juste une instabilité postérieure qu'on traitera, je vous expliquerai après comment. Si vous n'avez pas d'instabilité, à ce moment-là, généralement, quoi que j'ai peut-être mis sur les instabilités, si, je vous ai mis une petite diapo. Sur l'instabilité postérieure, vous allez le remarquer principalement si la personne elle est laxe. Vous lui demandez de faire une rotation externe, comme ça. Si elle va à plus de 90, comme je suis en train de faire là, c'est qu'elle a probablement une laxité et c'est un facteur de risque au niveau de son épaule. Ou alors si elle a une notion de claquement. Généralement, c'est des gens qui, quand ils vont à la natation ou quand ils nagent, ils ont un petit passe et hop, ça passe, ça claque un peu. Ou alors sur les mouvements anti-horaires. Je vous ai mis là ce qu'on appelle le jerk test. C'est juste, vous vous mettez derrière le patient, vous bloquez un petit peu l'épaule avec la main gauche, vous venez pousser l'humérus dans la gléno-humérale avec le bras en rotation interne. Vous lui mettez comme ça, vous poussez et vous ramenez le bras vers l'avant. Et s'il y a une instabilité postérieure, généralement, quand vous arriverez à là, il va juste avoir un petit cloc qui peut témoigner de l'instabilité postérieure. Donc, comme je vous disais, il nous reste les épaules douloureuses. Les épaules douloureuses, j'ai fait 2 grandes classes. On a l'articulation acromioclaviculaire qui, généralement, ne pose pas trop de soucis si on n'oublie pas de l'examiner, qui est une douleur qui est assez localisée, qu'on retrouve principalement via 4 tests. La palpation est douloureuse. On peut faire ce qu'on appelle un cross-arm test, où on vient juste mettre... on vient croiser le bras pour voir si ça déclenche la douleur. C'est la même chose. Quand vous faites un cross-arm test, demandez-lui, ça vous fait mal, très bien, ça vous fait mal où? Parce que si vous dit au coude parce que vous appuyez comme un bourrin, c'est votre main. Et est-ce que c'est votre douleur? Quand vous faites un test et que le patient fait ça fait mal où? Et est-ce que c'est votre douleur à vous? Si c'est pas sa douleur, on s'en cogne. Arrêtez de vous prendre la tête. On peut faire un test d'abduction horizontale contrariée qui peut être douloureuse. Et on peut faire un test d'O'Brien qui est juste là. Le test d'O'Brien, vous lui demandez de mettre la main devant lui, vous mettez une légère adduction, vous appuyez sur le poignet, il lève, généralement ça va, il retourne la main, pousse vers le bas, il lève, ça fait mal. Ce test-là, on l'utilise dans l'articulation acromioclaviculaire, l'O'Brien. On l'utilise aussi dans les instabilités postérieures et on l'utilise aussi dans les slap lésions. Donc autant vous dire qu'il n'est pas très spécifique. Par contre, c'est juste que si vous avez 2 tests sur 4 qui sont positifs, alors vous avez probablement une douleur au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça ou qu'il faut s'arrêter, c'est juste son acromioclaviculaire participe à sa douleur. Du coup, ensuite, on a les autres. Dans les autres, je vous ai mis trois parties. Volontairement, j'ai pas mis tout ce qui est conflit. Pourquoi j'ai pas mis tout ce qui est conflit? Parce que, comme vous avez dû apprendre, le conflit, principalement, je ne parle pas du conflit postérieur, mais plutôt du conflit antéro-supérieur, c'est quelque chose qui date de NIR des années 70-80 et qui est beaucoup remis en cause actuellement. On pense qu'il n'existe pas forcément de conflit, pour plusieurs raisons, parce qu'on les a traités par acromioplastie, on a raboté l'acromion, on pensait que c'était l'acromion qui venait frotter contre le tendon, on a fait des acromioplasties, les patients ils n'étaient pas forcément beaucoup plus soulagés à moyen long terme. Et en plus, quand on regarde les imageries, quand votre tendon il s'abîme et qu'il présente des ruptures partielles, c'est pas la face superficielle, celle qui est en contact avec l'acromion, qui est abîmée, c'est généralement la partie profonde, celle qui est en contact avec la gléno-humérale. Donc pour toutes ces raisons, on pense que les conflits sont, c'est pas le terme qu'on devrait utiliser.
Donc, dans les tendinopathies, vous avez les tendinopathies qui sont fissuraires, les tendinopathies rompues, les calcifications, les tendinopathies calcifiantes. Tout ça, ça reste des tendinopathies et ça se traite comme des tendinopathies. La slap lésion, pour ceux qui ne connaissent pas, au niveau de l'articulation gléno-humérale, vous avez un labrum qui est fixé sur la glène et qui permet d'augmenter la congruence entre l'omoplate et l'humérus. Et parfois, on peut retrouver des petites lésions au niveau de ce labrum. J'en discutais avec un kiné justement, il me disait « Ah, moi je l'aurais bien mis dans l'épaule instable parce que si tu as des slap lésions, ça peut être des instabilités. » Comme je vous dis, ne prenez pas ce schéma brut de décoffrage, vous l'adaptez, c'est juste pour vous donner une idée. Les slap lésions, c'est beaucoup discuté. Pourquoi ? Parce que quand on fait une imagerie, que ce soit une IRM, un arthroscanner, on va retrouver beaucoup de slap lésions qui souvent sont asymptomatiques. Donc c'est pas parce que vous avez une slap lésion à l'imagerie que votre patient il souffre d'une slap lésion. Ça se trouve, il la sent pas. Donc avant de dire que c'est une slap lésion qui fait mal, on regarde s'il n'y a pas autre chose qui pourrait nous expliquer sa douleur. Rapidement, un mot sur la dyskinésie scapulo-thoracique. Là aussi, toutes les dyskinésies ne sont pas douloureuses. C'est pas parce que votre patient il a une dyskinésie. La dyskinésie, c'est le fait que quand vous lui demandez de bouger ses bras, vous regardez les deux omoplates et elles ne bougent pas de manière symétrique. Il y en a une qui va bouger anormalement par rapport à l'autre. Toutes les dyskinésies ne sont pas pathologiques. Donc ça, pour nous médecins, sincèrement, laissez le kiné gérer. Franchement. Vous ne prenez pas la tête avec ça. De toute façon, c'est lui qui gérera. Au niveau de l'imagerie, quand j'ai parlé à une amie kiné, je lui ai dit que je devais faire un topo, elle m'a envoyé ça. Bon, humour de kiné. Moi, j'avais plutôt ça en tête. Pour moi, ça résume un peu l'imagerie. C'est-à-dire que si je vous demande, est-ce que cette personne-là, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, est-ce qu'il a froid ? Il y en a qui vont me dire, bah ouais, il y a de la neige. D'autres qui vont me dire, bah non, il y a le soleil qui se couche, ça a dû chauffer toute la journée. À mon avis, il fait beau, il n'y a pas de pluie. Il y en a d'autres qui vont me dire, bah non, peut-être que le soleil se lève, donc ça n'a pas eu le temps de chauffer. Après, le vent, bah, on ne sait pas, puisque de toute façon, on ne le voit pas. Donc s'il y a du vent, la température ressentie sera plus froide. Et puis peut-être que cette personne, elle a une hypothyroïdie et qu'elle a tout le temps froid, ou qu'elle vient de se taper une montagne, qu'elle est fatiguée, et du coup, elle a froid. Et ben, l'imagerie, c'est pareil. Je ne sais pas l'interpréter. Je n'interprète jamais des images. Un patient qui vient me voir en consultation, généralement, il dit « Tenez, regardez, j'ai fait tout ça comme imagerie. » Je mets de côté et je ne regarde pas les images. Pour deux raisons. La première, c'est que si je regarde les images, il y a forcément des choses qu'on a trouvées dessus et je vais me focaliser que là-dessus. Je ne veux pas savoir ce que le patient a, je veux me faire mon idée et je veux que le patient me décrive sa douleur. Si j'estime que j'avais besoin de faire une imagerie et que cette imagerie l'a faite, je regarde l'imagerie et la première chose que je regarde dans un compte-rendu d'imagerie, c'est le nom du radiologue. Je regarde le nom, il y a des radiologues qu'on connaît, il y en a qui sont très très bons et si le nom je sais que c'est pas génial, je ne blâme pas les radiologues. Radiologue, il doit être fort en radio, il doit être fort en écho, il doit être fort en IRM, il doit être fort en scanner, en arthroscanner, sur du cérébral, sur de la thyroïde, sur du digestif, sur du cardio. Ils peuvent pas tout faire. Mais il y en a qui sont ultra forts. Moi, j'ai des radiologues, quand je ne sais pas, je leur envoie et pourtant je fais de l'échographie, je leur envoie le patient juste pour me dire, écoute, je galère, est-ce que tu peux me filer un coup de main ? Et généralement, ça se passe très bien. Donc l'imagerie, ne l'interprétez qu'avec votre clinique. Sinon, ça ne sert à rien. Dans la rupture tendineuse, généralement, qu'est-ce qu'on va faire comme imagerie ? La première imagerie que vous demandez tout le temps, c'est une radio. Ne demandez pas une IRM sans avoir fait une radio, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que même dans une rupture tendineuse, vous aurez besoin de savoir si votre rupture elle est accompagnée d'arthrose, parce que ce n'est pas le même traitement. Si votre rupture, il y a une ascension de la tête humérale, donc dans tous les cas, on va demander une radio. Généralement, face, profil, ou face 3 rotations, rotation neutre, rotation interne, rotation externe. Les différentes rotations permettent de voir les différentes facettes de la tête humérale et de faire défiler ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Et on peut demander une écho. Si jamais vous avez une écho, qu'on vous dit qu'il y a une rupture,
Généralement, l'échographie a tendance à sous-estimer les lésions de rupture. Et du coup, généralement, ce que le chirurgien, si vous envoyez votre patient à un chirurgien, il vous demanderait une IRM. Donc, radio, écho, plus ou moins IRM, selon ce dont le patient a besoin. Si vous avez un patient qui a 50 ans, travailleur de force, qui a rompu sa coiffe, le risque, c'est d'avoir une perte de force. La mobilité sur une rupture, on la regagne, ce n'est pas un souci. La force, moins. Donc si c'est un travailleur de force, effectivement, vous allez peut-être aller l'envoyer au chirurgien. Et là, lui, il demandera les examens dont il a besoin. L'arthroscanner, par exemple, le fait d'injecter un produit de contraste à l'intérieur de l'épaule et de voir le produit de contraste qui passe à travers les tendons s'il y a une rupture, c'est un diagnostic, une imagerie qu'on devrait laisser réservée au chirurgien. On ne devrait pas avoir à en prescrire. Nous, en tant que médecins, radio, écho, plus ou moins IRM, et avec ça, ils s'en sortent très bien, les chirurgiens. Dans la capsulite, au risque de vous décevoir, on n'est pas obligé de faire une imagerie. Si vous avez une limitation des amplitudes, le processus coracoïde douloureux, RE1 limité, que c'est un patient jeune qui a peut-être trauma ou autre, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre qu'une capsulite. Généralement, on peut aller faire une radio. Je vous rappelle quand même qu'une imagerie n'a d'intérêt que si elle modifie votre traitement. Si vous faites une imagerie pour faire une imagerie, c'est que vous vous plantez quelque part. Si ça modifie votre traitement, oui, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu irradier son patient avec une radio. Sinon, ne faites pas d'imagerie. Donc dans la capsulite, on n'est pas obligé de faire une imagerie. Si on doit en faire une, on fera une radio pour voir s'il y a une homarthrose. C'est par exemple ce que j'ai fait avec mon patient de 50 ans où j'avais pas de face chaude sur ma capsulite et où j'ai dit on va peut-être l'envoyer au radiologue parce que lui il va m'aider. Et effectivement, il y avait une homarthrose. Au niveau de l'arthrose justement de l'épaule ou du trauma, quand il y a une fracture, de toute façon, généralement, ça va aux urgences. Donc à moins d'être médecin qui se décide à aller aux urgences, vous ne les aurez pas. Sauf cas particulier, j'ai eu une patiente antécédent de cancer qui est tombée sur l'épaule. « Oh docteur, faut me donner quelque chose, je dois bientôt partir en vacances, je vais vous donner une radio. » « Mais non, c'est pas pété. » « Je vais vous donner une radio. » C'est pas pété. Elle a été faire sa radio, fracture, traitée orthopédiquement, elle va très bien, mais ça doit être la seule que j'ai eue sur les 3 dernières années. Je vous montre là juste les signes d'arthrose au niveau radiologique. Je vous rappelle qu'il y en a généralement 4. Le pincement de l'interligne, vous voyez que la tête humérale elle est collée à la glène, qu'il n'y a plus d'espace. C'est donc un pincement. L'ostéocondensation, vous voyez que là, au niveau entre les deux, on a un aspect assez blanchâtre. C'est de l'ostéocondensation. Vous pouvez parfois retrouver quelques petites géotes, c'est des petits trous juste en dessous, qu'on distingue un petit peu en dessous. Et vous avez des ostéophytes qui sont justement ces apparitions, ces ossifications périarticulaires. Donc ça, c'est une arthrose d'épaule. On voit que entre la tête humérale et là, l'acromion, on garde une belle distance. Donc, probablement que la coiffe des rotateurs, qui je vous rappelle, se situe juste au-dessus de la tête humérale, elle est probablement intègre. Pourquoi c'est important ? Parce que si le chirurgien veut opérer, selon qu'il y ait une coiffe des rotateurs qui est bien ou pas, il mettra une prothèse d'épaule normale ou une prothèse inversée. Même chose, ne le retenez pas, c'est le chirurgien qui décidera. Là, par contre, je vais retrouver un petit pincement, je vais retrouver mes ostéocondensations, mes ostéophytes. Là, j'ai plus du tout la même épaisseur entre ma tête humérale et l'acromion. Je suis donc sur une homarthrose excentrée avec une rupture de coiffe. J'ai pas eu besoin d'échographie, j'ai juste eu besoin de ma radio. Donc ça, par exemple, c'est sur une image, l'arthroscanner, vous avez la tête humérale, vous avez la glène. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un produit de contraste entre les deux, juste à ce niveau-là. Et là, vous avez au-dessus la coiffe des rotateurs. Ce qui se passe, c'est que là, vous avez le tendon. Là, il y a un trou. Donc le produit de contraste, il fait quoi ? Il passe dans ce trou. Et après, il repasse au-dessus et il va se déverser dans la bourse sous-acromiale. Et là, vous avez le corps musculaire du supraépineux. Donc l'arthroscanner, ça peut être utile si on a du mal à caractériser une lésion à l'IRM, mais encore une fois, c'est le chirurgien qui la demande. Ce n'est pas à nous de la demander.
Et donc là, vous avez une rupture et vous voyez que déjà, on voit la tête tumérale qui a tendance à un peu s'ascensionner. Au niveau des traumas, même chose. Généralement, nous, on a juste à prescrire une radio. À partir du moment où vous avez une fracture à la radio, vous passez la main au chirurgien. C'est lui qui décidera s'il opère pas, s'il fait un traitement orthopédique, ce qu'il fait. Mais vous, juste, vous faites ça et après, vous arrêtez. Et généralement, vous pouvez faire face, profil et pas grand-chose de plus s'il ne peut pas trop bouger l'épaule parce que quand l'épaule est dans cet état-là, ils ont du mal à mobiliser ou à faire des rotations. Au niveau de l'imagerie, on va retrouver aussi après alors sur les épaules instables, on peut aller faire de l'imagerie principalement pour voir les conséquences d'une luxation. Vous allez aller voir ce qu'on appelle les lésions de Hill-Sachs ou de Malgaigne, peu importe. Sur les instabilités postérieures, si vous les prenez assez tôt, il n'y aura pas forcément de lésion, ou alors une slap lésion et vous ne saurez pas dire si c'est ça qui est responsable. Sur les instabilités antérieures, de toute façon, vu que généralement une instabilité antérieure, le principal risque de faire une luxation d'épaule, c'est d'avoir déjà eu un épisode de luxation d'épaule. Donc vous pouvez faire un bilan d'imagerie, mais généralement c'est plus, encore une fois, le chirurgien qui s'en occupera en fonction de ce qu'il veut faire, s'il veut mettre une butée ou pas, ou s'il veut juste retendre la capsule, ce qui généralement marche moins bien. Au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, à titre personnel, je ne fais pas forcément d'imagerie. Pourquoi ? Parce que soit mon articulation acromioclaviculaire elle est dégénérative, c'est-à-dire que j'ai un patient de 55-60 ans qui a mal, je lui fais mes tests, il a mal. Bah oui, il a de l'arthrose de son acromioclaviculaire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je vais essayer de le soulager, je n'ai pas besoin d'aller faire forcément une radio, sauf si j'ai un doute avec un autre diagnostic. À ce moment-là, ça peut se justifier, mais sur une articulation acromioclaviculaire, si je suis sûr qu'il n'y a qu'une articulation acromioclaviculaire, je ne ferai pas d'imagerie, je n'en ai pas besoin. Au niveau des tendinopathies, c'est la même chose. Bien souvent, je n'ai pas forcément de nécessité de faire une imagerie. Alors souvent, vous avez mal à l'épaule, ça fait radio-écho, et à la radio, on va vous dire il n'y a rien, et à l'écho, ils vont retrouver soit une bursite, soit une tendinopathie, soit je ne sais pas quoi. Les tendinopathies de l'épaule, avant 40 ans, franchement, j'en ai eu une, franchement. En 7 ans d'expérience, j'ai eu une tendinopathie. Et même la clinique s'orientait vers la tendinopathie. La première chose que je fais, c'est pas de l'imagerie, c'est que je demande à un kiné de le prendre en charge. Et je vois s'il y a une modification des symptômes en kiné ou pas. Mais on en rediscutera juste après. Là, je vous mets juste une petite image, parce que souvent, on entend « mon patient, il a une douleur d'épaule, je ne sais pas ce qu'il a ». Du coup, ça part à l'IRM sans radio préalable. Petit rappel, sur les IRM, l'os, c'est noir. Le tendon que vous voyez là du supraépineux, il est noir. Et une calcification, c'est quoi ? C'est de l'os. Donc il apparaît quelle couleur ? Noir. Alors là, c'est facile. Vous avez les petits pointillés qui vous délimitent tout ça. Pas de souci. Mais si je vous enlève les pointillés, je vous assure que pour aller voir une calcification là, bon courage. Par contre, vous lui faites une radio. Là, généralement, vous les voyez très bien. C'est radio opaque, ça se voit très bien. Donc arrêtez de vous jeter sur des IRM. L'IRM n'a d'intérêt que si elle modifie votre prise en charge et que si vous savez quoi en faire. Donc commencez déjà par faire une radio, plus ou moins une écho selon le contexte. Et à ce moment-là, on pourra voir, petit aparté, une tendinopathie avec des calcifications, ce n'est ni plus ni moins qu'une tendinopathie. Ça se traite comme tel. Après, généralement, la différence principale que vous allez avoir, celle-là, je ne pense pas qu'elle soit très douloureuse. Une calcification en elle-même ne fait pas mal. C'est pas grave d'avoir une calcification. Généralement, elles sont même amenées à disparaître. Ça met du temps, mais ça disparaît. Ce qui fait mal, c'est quand la tendinopathie, la calcification, se résorbe, vient se jeter dans la bourse sous-acromiale ou réintègre l'os. Ça fait des crises hyperalgiques à tel point qu'on appelle ça une épaule pseudo-paralytique. Le patient a mal, il a du mal à bouger son épaule, et généralement, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vite aller faire une imagerie parce que c'est extrêmement, extrêmement douloureux.
Au niveau des slap lésions, c'est la même chose. Généralement, c'est rare qu'on les suspecte. C'est plus des diagnostics fortuits. J'ai fait une IRM à mon patient parce qu'il avait une douleur d'épaule. On a retrouvé une slap lésion, sauf que c'est généralement pas la slap lésion qui est à l'origine de la douleur. Et du coup, vous envoyez au chirurgien. Le chirurgien il dit mais j'en ferai rien, je n'opère pas ça. Et du coup, vous savez pas quoi en faire. Donc les slap lésions, pour aller dire que réellement c'est la slap lésion qui fait mal, il faut déjà qu'il n'y ait rien d'autre. Et ensuite, ce qu'on pourrait imaginer, c'est faire une infiltration à l'intérieur de l'articulation, et je vais y revenir tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire tout de suite. Et dans la dyskinésie, il n'y a pas de nécessité d'aller faire une imagerie, puisque c'est juste le mouvement de l'omoplate qui n'est pas homogène et qui ne passe pas bien. Au niveau des traitements, je vous ai mis en rouge tout ce que, personnellement, j'adresse au kiné. Toutes mes épaules. Je ne suis pas là pour faire le traitement, je suis là pour éliminer mes drapeaux rouges, je suis là pour voir s'il y a quelque chose qui nécessite une imagerie, je suis là pour m'assurer que le patient ait bien compris et qu'il va aller voir le kiné, et un bon kiné de préférence. Mais ça, voilà, ça j'envoie au kiné. Au niveau de la rupture tendineuse, pour revenir un peu là-dessus, les différents traitements possibles, ça dépend. Un tendon, s'il est entièrement pété, sincèrement, il fera pas mal. C'est pas moi qui décide du traitement. Moi, j'explique au patient qu'est-ce qu'il a comme choix. Et c'est le patient qui va me dire, je veux faire de la kiné. De toute façon, s'il n'en fait pas, il n'aura rien d'autre. Je veux plus ou moins faire une infiltration, mais je lui explique, c'est quoi une infiltration ? Combien de pourcentage de réussite ? Et que ce n'est que pour soulager sa douleur. Vous avez de la fièvre, vous prenez un Doliprane, vous n'avez plus de fièvre de 3 heures, la fièvre revient, l'infiltration c'est ça. Ça dure en moyenne, statistiquement, 4 à 6 semaines. Au-delà de 4 à 6 semaines, le produit a été réabsorbé par le corps. Si vous n'avez pas traité ce qui n'allait pas, le patient, il aura mal tout pareil. Donc généralement, dans la capsulite, si je suis en phase chaude, à ce moment-là, je vais aller faire une infiltration, je propose au patient, je peux vous infiltrer, ça peut soulager votre douleur, ça peut potentiellement récupérer un peu plus vite, mais il faudra quand même aller faire de la kiné. Si je suis en phase froide, la phase froide, c'est là où on a de la raideur. Phase chaude, douleur supérieure à raideur. Phase froide, la raideur est supérieure à la douleur. Donc là, très sincèrement, l'intérêt de l'infiltration, il n'y a pas grand intérêt. Donc à ce moment-là, c'est le kiné. J'explique au patient, principalement, que la capsulite, c'est quelque chose de réversible. Oui, ça va être long, oui, c'est chiant, mais c'est quelque chose qui est réversible. Faites attention à votre discours. Vous voyez un tendon pété, lui dites pas « Oh là là, oh, vous avez un tendon pété. » Catastrophe. Non, vous avez un tendon pété, vous savez quoi, à 80 ans, vous en aurez pas probablement plus, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai, le discours que si vous êtes optimiste et encourageant avec votre patient et que lui il est optimiste, vous aurez de bien meilleurs résultats que si vous êtes catastrophiste. Donc attention aux mots que vous utilisez. Dans l'omarthrose ou dans le trauma, de toute façon, soit c'est chirurgical, soit ça l'est pas. Et à ce moment-là, c'est un traitement orthopédique et à ce moment-là, il y a de la kiné qui suit. Et c'est la même chose dans l'omarthrose. Généralement, je leur explique qu'on va essayer de faire de la kiné pour récupérer, qu'on va essayer de voir pour les soulager. Le traitement médicamenteux, je leur explique, si vous ne faites pas les mouvements qui sont douloureux, est-ce que vous avez besoin d'un traitement médicamenteux ? Non. Est-ce que vous en voulez un ? Non. C'est pour ça, c'est pas moi qui décide de ne pas en mettre. Les patients, je leur explique c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient. Je vais vous donner des anti-inflammatoires, vous risquez d'avoir mal à l'estomac, vous en voulez ? Non. D'accord. Donc après, si par contre, ils en veulent, je leur explique, je peux très bien vous faire une ordonnance dite de secours. Je vous le prescris, vous allez le chercher à la pharmacie, vous ne le prenez qu'en cas de douleur. Pourquoi ? Parce que la douleur, ça doit être une alerte pour le patient. J'ai beaucoup demandé à mon épaule, elle n'était pas encore prête, je vais y arriver, mais là, c'était pas le bon moment. Et à ce moment-là, c'est juste que je vais attendre un petit peu et soulager ma douleur, mais c'est pas, je prends mes temps antalgiques pour bourriner sur mon épaule. Au niveau des instabilités, l'instabilité antérieure, de toute façon, c'est un traitement qui est chirurgical, généralement. Ils n'opèrent pas forcément au premier épisode d'instabilité, mais souvent, ça finit par se reproduire. Et sur les instabilités postérieures,
C'est un peu plus compliqué, mais théoriquement, c'est que de la kiné où on va rechercher en kiné quels sont les mouvements qui aggravent la douleur et quels sont les mouvements qui soulagent, et on va travailler là-dessus. Mais ça, je pense que Mathieu vous expliquera bien mieux que moi. Au niveau d'une articulation acromioclaviculaire, c'est exactement la même chose. J'envoie chez le kiné et où je demande au patient si la douleur, elle est trop intense. La douleur, je la gère, ça va, faites de la kiné. J'en peux plus, je dors plus, Est-ce que vous souhaitez une infiltration ? Oui, non, oui, je vais la faire. Je lui explique. Du coup, vous aurez moins mal. Par contre, faites de la kiné parce que sinon, ça va revenir. Et du coup, généralement, ils me la font, la kiné. Dans la tendinopathie, c'est la même chose. Si c'est une tendinopathie, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir convié à cette petite soirée thématique. C'est vrai que c'est quand même pas courant de pouvoir voir autant de médecins et de kinés avec une telle parité. Et c'est très intéressant parce que ça permet de confronter les points de vue et puis de partager les différentes approches. Donc je suis très heureux d'être là pour vous parler de ça. Je suis assez content pour deux raisons. Déjà, tout ce qui a été dit avant, je suis complètement d'accord. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en 12 ans que j'interviens. Et puis, deuxièmement, ma présentation va être complètement en accord dans la mesure où je vais quasiment pas répéter ce qui a été dit et vous rajouter des nouvelles choses. Donc, il n'y aura pas trop de répétition et vous ne devriez pas avoir de problème de dissociation cognitive ce soir puisque je vais dire à peu près la même chose, ce qui ne m'est pas forcément arrivé dans une dernière intervention toute récente. Alors avant de démarrer, moi j'aime bien déclarer mes conflits d'intérêts et j'aime bien les bisounours, j'aime bien le rose, d'où le bisounours rose. Je suis kiné, comme ça a été cité, libéral, je suis formateur en formation initiale et continue. Je gagne mon argent comme ça et j'interviens pour plein d'organismes privés, c'est pour ça que je me permets de les mettre ici, notamment deux organismes qui aide, si j'ai bien compris l'aspect, à fonctionner, Physio Academy et Kinenico. Je suis co-gérant d'une société de formation, et donc vous imaginez que je suis très heureux de me payer à chaque fois, puisque c'est moi-même qui me paie. Et je suis membre d'une association OMT France qui milite pour la thérapie manuelle orthopédique. Ça, je ne touche pas d'argent, mais j'ai un conflit d'intérêt idéologique, on va dire. Je suis également responsable d'un comité scientifique, d'un congrès qui s'appelle les Rencontres Europhysio, qui a lieu tous les 2 ans. Avant de démarrer, j'aime bien aussi expliquer que tout ce que je vais vous dire ce soir, évidemment, il y a probablement beaucoup d'erreurs, puisque je suis qu'un être humain avec pas mal de biais, et aussi parce que j'essaie quand même de me mettre à peu près à jour. J'ai encore regardé tout à l'heure, ce matin, j'ai fait une petite revue de littérature pour voir s'il n'y avait pas des choses qui avaient changé. Je n'ai pas trouvé de nouvelles choses, mais il est possible que des choses m'échappent, et aussi le principe de la science est de proposer une évolution de la connaissance, donc ce qu'on va dire ici est forcément contestable. Par contre, je ne sais pas combien il y a d'erreurs dans ce que je vous présente. Alors, il y a des intervenants qui disent qu'il y a 10-15%, moi j'en ai absolument aucune idée. Voilà. Le plan de mon intervention va être le suivant. D'abord, je vais vous parler des questionnements actuels en kinésithérapie. Et donc, on va essayer de cibler bien sûr sur l'épaule. Et on va ensuite évoquer dans l'examen clinique les critères de suivi pour les kinés. Tout à l'heure, ça a été Ludovic qui a très bien fait ça sur l'examen clinique. Alors moi, je ne vais pas vous en parler trop en détail, je vais vous dire en kinésithérapie, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va avoir un impact. Et vous allez voir qu'on va faire le lien avec les questionnements et l'actualité. Puis ensuite, je vous proposer une petite expérience, on va dire, sociale avec un antimetteur. Je ne sais pas si vous connaîtrez, je vous présenterai 2 cas cliniques et je vous demanderai de vous positionner par rapport à ces cas cliniques, de poser un diagnostic. Ensuite, on discutera ensemble du traitement. Alors on commence par l'actualité des controverses et le questionnement actuel en rééducation. Je voulais un titre un peu compliqué, donc j'ai trouvé ça. Voilà quelques points de controverses actuelles, en général en rééducation, en particulier sur l'épaule. Vous allez voir, je vais répéter quelques éléments qui ont été évoqués juste avant. La première controverse, c'est sur la notion de tendinopathie. Ça a 10 ans maintenant, ces travaux-là, Cook et Burnham, qui ont permis d'identifier qu'il y avait une espèce de continuum dans l'atteinte tendineuse, entre une partie d'un tendon normal qui peut évoluer vers un tendon réactionnel, puis qui serait en échec de réparation, enfin dégénératif, et que ça finalement, c'est une espèce de continuité. Le problème qu'on a avec ce continuum, c'est que ça c'est une représentation plus d'imagerie, mais il se trouve que la clinique n'est pas forcément proportionnelle à cette atteinte, et vous pouvez avoir des tendinopathies dites réactives avec un syndrome, on va dire, pseudo-inflammatoire, même s'il n'y a pas une réelle inflammation,
qui fait pas mal, et inversement, un tendon normal qui soi-disant fait mal. Donc c'est très compliqué. En tout cas, ça c'est ce que dit la littérature, et c'est conflictuel déjà parce que c'est difficile à identifier cliniquement. L'imagerie, je ne vais pas revenir dessus, ça a été cité. Là, je vous mets quelques docs et avec une petite infographie que j'ai refaite. Il s'agit d'une population de 51 sujets qui n'ont pas mal à l'épaule et on leur passe une imagerie. Et on retrouve 96% d'anomalies sur cette population-là. Des gens qui n'ont pas mal. Donc c'est possible d'avoir une anomalie à l'imagerie et pas de douleur. C'est pour ça que moi, en tant que kiné, si vous voulez, l'imagerie est peu aidante pour moi parce que comme on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas mal et qui ont des atteintes à l'imagerie, on peut tout à fait considérer que le patient qui vient me voir avec une imagerie, sa douleur n'a rien à voir avec l'imagerie. Je ne sais pas si je me répète un peu, vous m'excusez, il est tard pour moi. Donc finalement, l'imagerie pose aussi des problèmes. Troisième élément, ça a été bien dit, les tests diagnostiques. Les fameux tests de Job, les fameux tests de Palm-Up, etc., ils sont remis en question. Ils sont remis en question parce qu'ils permettent ni de tester les tendons de façon spécifique, ils ne sont pas forcément corrélés au degré d'atteinte, pas forcément corrélés à la douleur. Et du coup, comment les utiliser? Alors, je vous dirai moi comment je fais tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est de façon isolée, en tout cas, c'est vraiment questionnable, l'utilisation de ces tests. Pardon. Concernant les symptômes, maintenant, on sait qu'il y a un décalage entre les atteintes physiques, les atteintes nociceptives, les lésions, et l'expression de la douleur. Alors, je ne sais pas si ce schéma vous est familier, mais on va dire que les neurosciences de la douleur ont développé depuis maintenant 10-15 ans une compréhension un petit peu plus fine du phénomène douloureux. Et on est capable aujourd'hui de dire que en fait, l'expérience douloureuse qu'on voit apparaître ici dans cette partie-là du schéma, cette expérience, le patient qui exprime une douleur à 4 sur 10, mettons, elle va être la conséquence de différentes choses. Déjà des éléments qui rentrent dans le système nerveux, à savoir des nocicepteurs qui vont s'aligner en périphérie, mais également la zone émotionnelle et des aires cognitives dans le système cérébral. Votre système cérébral va fonctionner, on appelle ça la neuromatrice ou une neurosignature, lorsqu'on a une image de ça, ce fonctionnement avec les IRM fonctionnels. Et en émergent 3 éléments, la perception éventuelle de douleur, les programmes d'action avec par exemple cette fameuse contracture du trapèze qu'on retrouve très souvent chez les gens qui ont des problèmes d'épaule, qui serait en fait finalement qu'une conséquence. D'où l'intérêt, le quid, est-ce qu'on doit étirer ou pas le trapèze, si c'est une conséquence. Je pense qu'il faut plus le renforcer, mais on pourra en discuter. Et également des modifications au niveau des sécrétions hormonales, etc. Et en fait, quand on considère ce schéma, on peut comprendre que, d'une part, je n'ai pas besoin qu'il y ait d'entrée pour avoir une douleur, puisque la douleur, je peux me la créer tout seul par mon système nerveux, on appelle ça une douleur nociplastique. Et inversement, je peux avoir beaucoup d'entrées, par exemple, nociceptives, mais mon système nerveux peut décider que ce n'est pas suffisamment dangereux pour l'intégrité du corps et ne pas amener au cortex l'impression de douleur. Donc, les symptômes cliniques que le patient va vous dire, j'ai mal, à 4 sur 10, peuvent se faire sans qu'il y ait de dommages physiques. Et inversement, ils peuvent être bien en dessous du dommage physique qu'on retrouve. Vous connaissez tous cette histoire de Bethany Hamilton qui s'est fait bouffer le bras par un requin et qui sort de l'eau. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'est pas bête. Il s'est dit, si je déclenche une douleur à 10 sur 10, elle va se faire bouffer définitivement par le requin. Donc on va lui mettre cette douleur à 0 pour qu'elle puisse sortir de l'eau. Donc vous voyez, votre système nerveux, ça pose des problèmes cliniquement. Parce que quand le patient vient et dit, j'ai mal à 8 sur 10, eh bien, est-ce que son niveau de douleur est le reflet de la lésion? C'est rarement le cas. Alors moi, je suis un kiné, je vous vends de la kiné, c'est le contrat du soir. Donc, en tant que kiné, je ne veux pas mettre à côté ces études sur les chirurgies qui nous disent qu'avec un suivi à 10 ans sur les atteintes atraumatiques de l'épaule, eh bien, la kinésithérapie est aussi efficace que la chirurgie. Alors, il y a quand même eu des chirurgiens qui ont eu le courage de faire des études placebo, en prenant des populations sur les acromoplasties, 2 groupes de patients, et un patient, on a juste ouvert, fermé, fait un nettoyage, les autres, on a fait ouvert, fait le geste fermé, et en fait, quand on les suit, ces patients, on a le même résultat. Ça questionne quand même. Donc, moi, voilà, courageux, mais encore une fois, je suis kiné, donc forcément, je vous vends de la kiné. Si j'étais boulanger, je vous vendrais du pain, on est d'accord. Donc, si j'étais chirurgien, je vous vendrais de la chirurgie. Enfin, dernière problématique chez nous qui pose problème chez les kinés, c'est la classification et l'étiquetage. Ça a été très bien montré tout à l'heure avec ce schéma. Comment on étiquette ces patients? C'est très compliqué de poser des diagnostics structurels. Alors moi, j'utilise souvent des histoires de cartons.
Je dis voilà, j'utilise une autre classification qui a été montrée précédemment. Votre douleur, c'est comme un gros carton et dedans on va mettre des entités. Par exemple, si je parle de douleur sous-acromiale ou douleur liée à la coiffe, dedans on peut mettre de la bursite, de la tendinopathie, des classifications de la rupture. Pour moi, ça, si vous voulez, ce carton-là, je vais à peu près faire la même rééducation. Mais ça, le problème, c'est que c'est qu'un carton. Et derrière, il y en a d'autres qui vont intervenir. Quand j'ai mal à l'épaule, je peux avoir une douleur qui ne vient pas de l'épaule. On a des évocations du rachis cervical tout à l'heure, les exclusions. On a l'épaule instable, on a l'épaule raide, etc., etc. Et dans chacun de ces cartons, j'ai encore des entités. Donc le vrai challenge aujourd'hui en kiné, c'est de se poser la question, est-ce que c'est intéressant de trouver, sortir la bonne étiquette, ou simplement savoir ce qu'on fait de ce carton-là? C'est le grand débat actuel en kinésithérapie. Et le problème, c'est qu'en plus, on a notre système nerveux et notre cerveau, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce système qui fait qu'on peut avoir des douleurs qui sont en désaccord avec le dommage physique. On peut avoir très mal sans dommage physique, et on peut avoir un dommage physique important sans douleur. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué, mais on va quand même s'en sortir. Alors du coup, comment on fait, nous, pour gérer tout ça dans notre quotidien de kiné? On a quelques révolutions qui sont réalisées dans notre champ actuellement. Alors, c'est un exemple, hein, c'est non exhaustif. J'ai voulu vous parler de 5 choses qui depuis 10 ans, 10-15 ans, 10 ans on va dire, changent un petit peu dans la pratique de la kiné. Déjà, on essaie de faire un traitement individualisé. Vous allez me dire encore heureux, c'est sûr. Mais moi, je suis d'une génération, je suis sorti en 2005 de l'école et on m'a appris à appliquer des protocoles. Le médecin devait prescrire, poser un diagnostic, je devais appliquer un protocole. Et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on applique le même protocole à tout le monde, ça ne marche pas forcément toujours. Donc là, actuellement, on essaye d'avoir un traitement individualisé. Et donc, il existe plusieurs algorithmes, plusieurs chemins de réflexion. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Là, je vous en ai mis un ici qui est intéressant. On évalue le patient, puis on va voir s'il manque de la force, s'il manque de l'amplitude. En fonction de ça, on va voir ce qu'on applique. Et actuellement, on va dire le truc le plus tendance, c'est de suivre ce que dit ce monsieur, Jeremy Lewis, qui publie beaucoup dans notre champ, qui lui fait un truc vachement malin. Il a créé une fiche, si vous voulez, dans laquelle il reprend pas mal de choses qui ont été dites, et lui va partir du principe que le patient, il vient voir avec une plainte. L'exemple, c'est je lève le bras et j'ai une douleur quand mon bras se lève. Et comme lui, il dit, ok, je suis pas sûr d'être capable de sortir la bonne étiquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qui change tes symptômes, et pas forcément chercher à dire pourquoi tu as mal. Donc on ne répond pas à la question qu'est-ce que tu as comme pathologie, on va répondre à la question comment je vais faire pour changer ton symptôme maintenant. Et donc il va dire ok, lève ton bras pour voir, très bien. Qu'est-ce qui se passe si je modifie la position de ta colonne ou ton rachis cervical, comme on s'est dit tout à l'heure. Relève le bras pour voir, est-ce que ça change quelque chose? Si ça change quelque chose, je sais que mes cervicales sont peut-être impliquées, mais surtout ça me donne une clé pour traiter. Qu'est-ce qui se passe quand je change la position de ta scapula ou quand je l'accompagne par exemple? Si ça change, probablement que mon patient il va bien répondre à une stratégie scapulaire, on appelle ça, donc par exemple travailler le dentelé, travailler le trapèze. Est-ce que quand je mobilise, je change la position de la glumérale, tes symptômes changent? Dans ce cas-là, tous ceux qui aiment bien faire de l'articulaire, faire des glissements articulaires, ils vont être contents parce qu'ils vont pouvoir les appliquer. EBP en plus. Et enfin, il y a d'autres techniques de modulation. Donc vous voyez, on ne dirait pas que c'est du bon sens, parce que ça l'est. Mais l'idée, c'est plutôt que de faire un traitement protocolisé, on part du patient de sa douleur, on essaie de voir ce qu'on peut construire autour de lui. Donc ça, c'est la première solution qu'on a trouvée pour passer au-dessus des différentes problématiques que je vous ai exposées juste avant. Deuxième tendance actuelle, je pense que ça doit vous toucher aussi, on essaie de sortir un peu du spectre biomédical pour aller vers le psychosocial. Pourquoi? Parce que ça, vous le savez, le biomédical, c'est les pathologies, c'est la nociception, c'est les éléments physiques, mais une personne, la santé, hein, c'est le mec qui dit ça, c'est le bien-être physique, mental et social. Il faut être bien dans sa tête et bien dans sa vie sociale. Et force est de constater que plus une douleur elle dure longtemps, plus on va dire l'impact du psychosocial devra être pris en compte, parce que une personne, ça n'est pas juste un tendon qui est touché. C'est également un système nerveux qui fonctionne avec différentes zones émotionnelles, cognitives, qui vont avoir un impact sur le devenir du patient. Et le problème, c'est que ce schéma, c'est un peu comme le BP, il ne faut pas le voir comme un équilibre. Ce n'est pas un équilibre, parce qu'en fait, chaque patient est différent. Vous avez par exemple des personnes qui vont avoir un vrai problème biomédical. Si je marche et que je me fais une entorse de cheville, mon problème numéro 1, c'est que ma cheville, c'est une patate. Si vous commencez à me poser comme question, comment ça va ta vie en ce moment? Les enfants, ça va? Le Covid?
La vaccination, on a dit qu'on parlait pas de ça ce soir. Je vais dire non, mais en fait, je viens juste de me péter un ligament là. Donc voilà, t'es bien gentil. Et à l'inverse, si vous avez une personne qui vient vous voir et qui vient d'avoir un gros problème social, il a été viré, il n'a pas de boulot, il est tout seul et tout, et que vous occupez que de son entorse de cheville, peut-être que vous ne répondez pas à son problématique. Donc ça n'est pas un équilibre, il faut avoir à l'esprit ces 3 dimensions et voir qu'en fonction des personnes, ces dimensions s'articulent de manière différente. Ça, c'est, on va dire, dit de manière théorique, et il y a des outils qui sortent actuellement, qui peuvent éventuellement nous aider. Alors je vous dis ça, c'est peut-être un peu entre guillemets l'avenir. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus, qui créent ce qu'on appelle des chemins de soins ou des recherches de phénotypes, c'est-à-dire qu'ils vont faire remplir des questionnaires aux gens pour essayer d'explorer les différentes composantes biopsychosociales, notamment au niveau de la construction des symptômes. Et il y a d'autres versions qui arrivent. Par exemple, là, vous avez le radar de Walton, qui consiste à se construire un espèce de radar avec différentes dimensions. Et puis, vous allez tracer une espèce d'arbre de compétences du patient. Parce que moi, c'est ce que je me dis. Quand le patient vient me voir, je lui pose des questions et je me dis, OK, sa compétence de douleur, chez lui, c'est ça. Ce patient-là, ce ne sera pas le même qu'un autre. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, ce qui nous pond au nez. Peut-être qu'on pourra être aidé avec ça, avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourra nous aider à faire le tri là-dedans. Mais une des solutions pour s'adresser plus largement au psychosocial, c'est peut-être d'utiliser ces systèmes-là. Le système de radar a l'avantage d'être relativement rapide à mettre en œuvre, parce que quand on suit ces cheminements-là, les gens ont beau dire, mais moi, j'ai pas 2 heures pour faire un examen clinique dans ma pratique quotidienne, vu combien je suis payé. Donc, il faut un système qui se fasse vite et bien, qui soit efficace et qui me permette d'explorer. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus en bilan plus tard. 3e élément, l'apport des neurosciences de la douleur. On a un boom dans notre chambre sur la construction de la douleur. Je pense qu'on traite vraiment beaucoup mieux les patients chroniques aujourd'hui qu'on les traite à l'époque. J'entends en musculo-squelettique, bien sûr, puisqu'on a compris que en fait, votre douleur, elle pouvait provenir de différentes composantes. Vous savez que l'IASP, l'Institut international pour la douleur, décrit 3 types de douleurs que je vais essayer de vous résumer. Mais avant ça, attendez, j'avais le modèle de Gifford vous préciser. Donc il y a 3 types de douleurs, si vous voulez. La douleur nociceptive, je me coupe le bras, j'ai une entrée, mon cerveau considère que c'est suffisamment dangereux pour, ou en tout cas j'ai un besoin d'alerte, il va me déclencher une douleur. Ça c'est la douleur nociceptive, vous connaissez tout. Si ça touche un nerf, ça change de nom, ça s'appelle une douleur neurogène. J'ai une douleur en bande, électrique, etc. Sauf qu'il y a une 3e type de douleur. Alors ISP a mis, je crois, 15 à 20 ans pour se mettre d'accord sur la dénomination. On appelle ça les douleurs nociplastiques. Une douleur nociplastique, c'est, de manière très simple et schématique, une douleur qui va apparaître dans votre système nerveux central, sans forcément qu'il y ait d'allumage de la voie nociceptive. C'est-à-dire que vous avez mal, mais vous n'avez pas de dommage. C'est très raccourci, mais c'est ça. Et alors ce patient-là qui a une douleur nociplastique, le problème c'est qu'on ne peut pas le rééduquer comme les autres. Parce que comme il n'a pas de dommages a priori physiques, toutes les techniques périphériques, les massages, les immobilisations, les étirements, vont avoir aucun effet sur lui, parce que ce n'est pas un problème d'entrée, c'est un problème de traitement de l'information et donc de construction d'une expérience douloureuse désadaptée. Et donc vous avez ce modèle-là de Gifford, qui reprend un peu le modèle de tout à l'heure, vous savez avec le cercle qui était compliqué, qui considère qu'il y a l'environnement et les tissus qui vont rentrer dans la construction par le système nerveux d'une réponse douloureuse. Je vais modifier mon comportement, par exemple avec cette fameuse contracture. Et en fait, ça c'est une boucle, c'est-à-dire que ça rentre ensuite. Comprendre que notre système de douleur, il est circulaire, alors c'est extrêmement schématisé, et bien séparer une douleur nociceptive, par exemple j'ai une coiffe qui s'allume et qui déclenche un symptôme douloureux. Ça s'est transformé par j'ai mal à 4 sur 10. Lorsque ça touche un nerf, on appelle ça une douleur neurogène, périphérique, hop, le nerf il s'allume, ça rentre, donc c'est une atteinte du nerf. Et la 3e, la douleur nociplastique, de façon très schématisée, j'ai pas d'entrée périphérique, et là, j'ai une douleur qui s'allume dans ma tête. Et donc cet apport des neurosciences, pour nous, c'est une vraie révolution, parce que ça modifie vraiment nos pratiques. Vous imaginez bien que, du coup, ce type de patients, on ne pourra pas les rééduquer forcément pareil que les autres. 4e gros changement, le diagnostic kinésithérapie par soustraction. C'est une autre façon de faire que la première. Quand je vous ai dit ici, on essaie de partir du patient sans poser un diagnostic de structure et de voir ce qui change sa douleur. Dans le diagnostic dit par soustraction, là, l'objectif, c'est d'essayer de poser un diagnostic structurel, mais dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'on va partir, on va essayer d'éliminer les familles de pathologies les unes après les autres. Alors, il y a plusieurs auteurs qui fonctionnent là-dessus.
J'ai pris cet exemple-là. Ça, c'est au Royaume-Uni qui utilise ça. Donc en fait, ils vont utiliser des espèces de signes pour virer les pathologies une par une jusqu'à trouver la bonne. Donc là, on est dans une approche plutôt structurée. On recoupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir l'histoire des cartons. Et la question, c'est dans quel carton je vais mettre mon patient. Okay. Quand vous êtes dans cette démarche-là, vous essayez de répondre à la question qu'est-ce que mon patient a comme problème. Et grâce à ça, vous allez pouvoir ensuite choisir une façon de le rééduquer. Enfin, pour finir, la cinquième, et ensuite je vous parlerai de traitement, c'est l'évaluation. Quels critères, moi en tant que kiné, m'intéressent? Dans tout ce qui a été dit précédemment, et je suis vraiment d'accord avec ce discours, l'examen clinique d'un kiné, c'est pas le même que l'examen clinique d'un médecin, évidemment, puisque on ne va pas utiliser les éléments pour la même façon. On est moins dans une démarche diagnostique, au sens triage, la plaque, etc. On est plus dans une démarche, voilà, comment je vais faire pour amener mon patient à s'améliorer, à changer d'expérience. Et du coup, le plan classique de l'examen clinique, je pense que c'est pareil pour vous, on interroge, on observe, on fait bouger, puis on palpe et éventuellement on fait des tests. La question que je me suis dit, c'est que je ne vais pas vous refaire l'examen clinique de l'épaule complet, c'est pas le but. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, je vais vous dire, voilà, qu'est-ce qui est intéressant à regarder dans chacune des parties en tant qu'kinésithérapeute. Comme ça, et kiné, ça vous fera un petit rappel, et pour les médecins et les internes, vous saurez ce qui nous intéresse, nous, cliniquement. Alors, au niveau de l'interrogatoire, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, en plus de la douleur, évidemment, c'est de poser un critère de suivi de progression. Et pour ça, c'est bien d'utiliser des tests fonctionnels. Alors, il y en a deux que j'aime bien, dont un qui est mon chouchou, c'est le PSFS. Et ce qu'on aime bien aussi, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est essayer de trouver, valider ou valoriser, poser un diagnostic sur la douleur, est-ce que c'est nociceptif, neurogène ou nociplastique. Et enfin, dans ces douleurs d'épaule qui durent, moi, le catastrophisme et la kinésithérapeute m'intéresse particulièrement. Et ça, c'est difficile de l'évaluer juste en posant des questions, on fait passer des questionnaires. Alors, je m'attarderai sur les deux premiers, notamment celui-là que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le PSFS? Alors là, je m'adresse à tous les kinés. Quand moi, je vois beaucoup de kinés au cours de mon année, comme j'enseigne beaucoup en formation continue, et les kinés me disent c'est compliqué pour nous d'avoir le temps de faire des questionnaires. Un questionnaire, c'est long à remplir. Il faut y penser. On ne sait pas où est le papier, on n'arrive pas à le retrouver. Ce truc-là, vous n'avez pas besoin de papier, c'est très simple, vous demandez au patient, comme vous lui demandez d'évaluer sa douleur, vous allez lui demander, ok, donnez-moi 3 activités ou 5 activités que vous faites quotidiennement. Par exemple, je promène le petit chien, je fais à manger, je déménage, je bricole, je fais du sport, peu importe. Et vous allez lui demander de 0 à 10, cette activité-là. Actuellement, vous pouvez la faire à combien? 10, aucun problème. 0, impossible. Il va s'évaluer comme ça sur 3 activités. Et grâce à ce critère, à partir de 3 activités choisies, on a une bonne reproductivité. Et vous allez pouvoir voir progresser votre patient avec une notation. C'est-à-dire qu'au début, la première semaine, vous allez le voir, il va vous dire 3 activités, il se met à 3, 6 et 0. Donc il a 9 sur 30. Et bien, 3 semaines, 4 semaines plus tard, je lui repose la question. C'est comme une EVA. Dire à quelqu'un, vous avez mal, combien 0 à 10 ? Ça fonctionne à partir de 3, et si vous avez 5, vous avez un score qui est quand même reproductible et surtout qui est individualisé. Après, il y a des échelles qui sont validés, qui sont non individualisés, qu'on appelle alors il y en a plein pour l'épaule, moi j'aime bien le dash, et le quick dash tout simplement parce que c'est la plus rapide à faire. Et puis voilà, comme je vous ai dit, il y a des problèmes de temps. Donc souvent on évalue ça. Le quick dash qui est très bien, mais moi j'aime bien la première, la PSFS, qui est très intéressante. J'aime bien vous mettre une diapo sur les drapeaux, parce que les drapeaux nous permettent d'envisager les facteurs de risque. Et moi, ce que j'évalue beaucoup avec mes patients, d'autant plus s'ils ont une douleur persistante, c'est d'abord les drapeaux jaunes, les facteurs de risque individuels. Comment est mon patient psychologiquement? Alors, je ne suis pas psy, évidemment, mais ça m'intéresse quand même de voir comment il vit la situation. Est-ce qu'il a des croyances? On entendait tout à l'heure plusieurs types de croyances. La décoaptation, par exemple. Je veux qu'on me décoapte les... Ça, c'est une croyance. Et comment est son comportement? Est-ce qu'il est plutôt actif? Il a envie de sortir de la situation ou il est attentiste? Après, vous avez des drapeaux qui sont en rapport avec l'activité professionnelle. Tout cela, vous les retrouvez dans les dernières recommandations de l'HAS de 2019 sur la lombalgie, par exemple. On sait qu'en fonction du travail, en fonction de la perception du travail, il y a des gens qui ont des problèmes d'épaule et qui, quand vous discutez avec eux, vous disent de toute façon, je sais que j'aurai mal à l'épaule toute ma vie à cause de mon travail. C'est intéressant de l'explorer. Le patient part du principe que son travail n'est pas bon pour lui. Donc, il ne peut pas progresser. C'est ça que ça veut dire dans sa tête.
ceux qui sont liés aux obstacles professionnels. Et alors, je rajoute spécial dédicace à Louise Gifford, le regretté Louise Gifford, qui lui parle des drapeaux roses. C'est pas très évoqué, ça. Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau rose? Ce sont les ressources du patient. Les ressources, c'est ce qui va faire que le patient va pouvoir progresser facilement. Un patient qui aime bien bouger, qui aime bien le sport, un patient qui aime bien la musique, un patient qui aime bien faire ci, faire ça, et ben moi, ça m'intéresse parce que je vais m'appuyer sur ces ressources pour lui faire refaire des choses. Je vous donne un exemple tout bête. Je m'étais occupé d'un patient lombalgique qui avait une peur bleue de se pencher en avant parce que c'était bloqué comme ça. Et pour le faire se repencher en avant, j'ai utilisé une de ses ressources. Il adorait écouter de la musique, il adorait le rap. Et je lui ai dit, vous allez me faire de la flexion, mais avant ça, vous allez mettre votre musique préférée et vous allez me pencher avec la musique préférée. Voilà comment on peut utiliser une ressource pour changer l'expérience. Parce que clairement, il n'avait pas de problème mécanique, il avait une kinésiophobie. Donc c'est intéressant de les questionner, et ça, moi, ça m'intéresse de le faire dès l'interrogatoire. Donc, moi, j'évalue, c'est bien d'évaluer les scores, et c'est vraiment important d'évaluer ça, parce que ça permet de s'écarter du biomédical et de viser le psychosocial. L'observation. L'observation, moi, j'en méfie comme de la peste, je ne me fais pas très confiance. Parce que j'ai l'impression que j'essaie de voir ce que j'ai envie de voir. Donc, pour vraiment que je prenne un marqueur de l'observation, il faut que, 1, il m'arrache les yeux, ça veut dire incontestable, et 2, il faut que ça change la clinique. Je veux dire par là que si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, alors moi, tous mes patients, quand je les évalue, quand je les regarde, ils me disent, vous allez voir, je suis tordu. Tous, ils sont tous asymétriques. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un de symétrique, souvent je leur dis, c'est quand même très bizarre, vous êtes symétrique. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours de vie pour que vous en soyez arrivé à la symétrie? C'est un vrai problème, ça, la symétrie, c'est un fléau. Parce que les gens symétriques, ils existent quasiment pas, et à cause d'eux, on pense tous qu'on a des problèmes. Donc, la symétrie est normale. Par contre, évidemment, une personne qui a mal à l'épaule gauche, qui se trouve avec l'épaule comme ça, ce qui m'intéresse, c'est, ok, elle est plus haute, qu'est-ce qui se passe si je change cette position? Est-ce que ça change ses symptômes? Si je lui demande, tiens, mettez-vous comme ça fait quoi? Rien. Et ben moi, je le laisse de côté. Par contre, si elle est comme ça, je lui dis, tiens, baisse ton épaule, que le patient me dit, c'est pire, c'est mieux, là, ça change son symptôme. Donc le marqueur est utile, parce qu'il a changé la symptomatologie. Donc l'observation, moi, je garde deux choses. Premièrement, il faut que ce soit incontestable, et deuxièmement, il faut que ça change la clinique si je modifie ce que je vois. Et à partir de là, moi, je utilise ça comme un marqueur de suivi. Un exemple, on peut changer la position d'une dyskinésie. Les dyskinésies, vous savez qu'il y a eu 12 ou presque 15 ans de recherche. Il y a eu des sommets. D'ailleurs, vous pouvez lire le dernier résumé du sommet scapulaire aux États-Unis qui fait 60 pages pour arriver à la conclusion. On ne sait pas si les dyskinésies sont cause ou conséquence du problème. Donc c'est bien, au moins ils sont arrivés à dire qu'ils ne savaient pas. Et comme je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaie de changer la position de la scapula, je vois si ça change les symptômes. Et là, je vais me dire, ok, je vais l'utiliser. Pour les mouvements actifs, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que je vois ça beaucoup avec mes étudiants. Quand je leur demande d'évaluer l'amplitude, ils disent levez les bras. Le patient lève le bras, il descend, et il dit vous avez eu mal? Oui. Ok. Et ça sert à rien de savoir ça, parce qu'en fait, le patient il a peut-être eu mal au début, puis plus mal à la fin. Il a peut-être eu mal au milieu, ça veut dire quelque chose. Peut-être il a eu mal ici, puis de pire en pire. Peut-être que c'est que la descente. Comment voulez-vous comparer sa progression si vous n'avez pas cette information? Ça peut vous aider pour le diagnostic, mais ça peut aussi vous aider pour la progression. Vous avez plein de patients, ils lèvent le bras, ils ont mal à ce niveau-là, vous leur faites une séance, la douleur elle apparaît 30 degrés plus loin. Pour moi, c'est une progression. Sauf que le patient, pour lui, il a toujours mal. Donc comment vous pouvez objectiver une progression si vous ne l'avez pas évaluée précisément? Donc, en fait, il faut être pénible, respecter toujours le même plan et enquiquiner les patients qui précisent bien leur type de douleur. Pour les tests passifs, c'est pareil, on évalue les mouvements. N'oubliez pas les mouvements accessoires. Encore une fois, pour les mouvements, méfiez-vous de votre palpation. Je sais qu'on est tous très très bons en palpation, qu'on sent bien avec nos mains. Un truc qui n'a pas été dit, c'est que moi, dans mon passé, j'ai été ostéopathe. J'ai été kiné, puis ostéopathe, puis je suis redevenu kiné parce que ça marchait mieux. Et du coup, en fait, quand j'étais ostéopathe, j'étais super bon avec mes mains, je sentais trop bien. Quand je suis redevenu kiné, tout de suite, j'avais moins de... Parce qu'il faut avoir le feeling, n'est-ce pas? Donc juste, méfiez-vous un peu, parce que vous savez qu'on peut avoir des pareidolie tactiles, des hallucinations tactiles, si vous voulez sentir un truc, vous allez plus facilement le sentir. Donc moi, je me méfie de mes yeux et de mes mains. Enfin, je me méfie beaucoup de moi, en fait, même de mon raisonnement. Vous avez vu, j'ai plein d'idées. Donc tout ça pour dire que si vous sentez quelque chose, il faut que ce soit incontestable, encore une fois. Sinon, c'est difficile de s'appuyer dessus. Tout ça, c'est surtout au service du patient, bien sûr. Enfin, les tests orthopédiques. Alors moi, comment je les utilise?
Je ne vais pas vous faire un cours sur les métriques des tests, ça a été déjà précisé avant, mais moi, les tests orthopédiques vont me servir vraiment quand j'ai un doute à trancher entre deux diagnostics. Je les utilise à la fin, et surtout, je les utilise jamais de façon isolée. J'essaie d'utiliser des clusters de tests. Je vais pas, par exemple, pour la tendinopathie, je peux utiliser un test, je vais en utiliser 5. J'utilise un cluster qui est décrit. Et le cluster ne va pas me dire, tiens, c'est ton supraépineux qui est rompu. Le cluster va me dire, oula, tout va bien, c'est mort. Le cluster va me dire, c'est probablement la coiffe. Probablement la coiffe. Donc si c'est probablement la coiffe, ça va m'aider à trancher dans le diagnostic. D'accord ? Donc, on privilégie les clusters plutôt que les tests uniques. On essaie de rester critique dans l'utilisation. Ou alors, on peut aussi les utiliser comme marqueurs. Tous ceux qui disent, alors dans le champ de la kiné, c'est religion de dire il ne faut plus faire le test de Job. Ça vous parle ? Celui-là ? Il peut aussi exister comme ça, il change de nom s'il est comme ça, enfin voilà. Et ben, en fait, moi je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'en fait, un test de Job ici, vous demandez à n'importe quel kiné trans, il le connaît. Donc ça veut dire que c'est un très bon outil de transmission d'informations. Et si je dis à mon patient, ton test de Job, ce patient-là, il a mal au test de Job, ça me dit quoi ? Ça me dit que j'ai un marqueur, et mon kiné, mon voisin, mon pote kiné, il sait quel est le mouvement qui évalue. Donc je pense qu'on peut les utiliser comme des marqueurs de progression, pas forcément pour poser un diagnostic. Profitons-en, tous les kinés et les médecins connaissent, je sais pas moi, le test de Hawkins-Kennedy ou le test de NIR. Ce serait dommage de les mettre à la poubelle, autant les utiliser pour communiquer entre eux et dire voilà, si je veux réveiller la douleur du patient, je fais un test de NIR. Si on les utilise comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça permet ensemble de discuter et de se passer des informations. Par contre, l'utiliser en disant que le NIR pour dire qu'il a un conflit d'épaule, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je pense que c'est des outils de communication. Alors j'en ai fini par la première partie, et là on va parler, comme peut-être vous êtes en train de vous assoupir, je vais vous faire travailler un petit peu. Si vous avez un smartphone, ça serait super gentil, vous allez aller sur ce site internet www.menti.com et vous allez rentrer le code que vous voyez ici. Le code que vous voyez là, 83 88 34 6. Donc juste vous ouvrez votre... Et je vais vous présenter un cas clinique et je vais vous demander, vous allez voir, on va vous demander de mettre un nom de diagnostic, de poser dedans le diagnostic que vous pensez. On va avoir un magnifique nuage de mots qui va s'allumer en fonction des réponses. Donc, vous l'avez au-dessus, là, 83, 88, 30, 334, 6. Donc, voilà le menti. Et je vais vous lire le cas clinique. Je vais juste vérifier. Est-ce que quelqu'un peut écrire un truc dedans, que je vérifie que ça fonctionne? Alors, pas un truc sexuel ou... Ah, bonjour. Parfait, ça marche. Alors, attendez, bougez pas. Donc, je vous montre le cas clinique. Alors, virez-moi les bonjours, parce que du coup, j'ai que des bonjours maintenant. Le code, je vais vous donner le code, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Alors, vous avez le code dessus. Regardez sa clinique. Madame M, qui est enseignante, elle vient me consulter parce qu'elle a une douleur qui est survenue sans cause connue a priori. Voici son schéma de douleur. La douleur est intermittente, sentie en profondeur à 4 sur 10. Elle a un arc douloureux, autour de 70-110 degrés. Et elle a une petite limitation de fin de course, mais probablement due à la douleur. Quelques douleurs la nuit, mais elle se rendort quand elle se réveille. Et il y a une douleur à la contraction au mouvement, pas au repos. Regardez bien. Allez, vous me notez ce que vous pensez que c'est. On va voir si vous êtes d'accord. Alors, je ne montre pas tout de suite les résultats parce que sinon, vous allez être influencé. Je sais que vous aimez garder votre... Alors, est-ce que j'ai déjà des réponses? Allez, on essaye. Vous n'avez pas eu le temps de dire jouer. Vous avez le cerveau lent. C'est l'heure, hein, on va dire que c'est ça. C'est bon? Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça, après, moi, je garde et je regarde si vous avez été meilleur que les autres. Parce que je le fais à plusieurs personnes. Alors, je me dis, il y a des médecins, normalement, vous êtes bons, les médecins. Hein? Ah! Alors, ce qui ressort quand même, c'est que ça ressemble à une tendinopathie. Donc, il y a du syndrome sous-acromial,
Alors il faut savoir que pour moi, hein, une douleur liée à la coiffe ou une douleur sous-acromiale, c'est la même chose. Et c'est vrai que la tendinopathie semble ressortir d'un moment. Alors ça me fait plaisir, parce qu'il y a écrit tendinopathie et pas tendinite. Il y a une étude récente qui a été faite il y a quelques années qui demande de ne plus utiliser le terme de tendinite, parce que déjà il a changé au niveau de la représentation sociale chez les patients, et que c'est plus large et précis de dire tendinopathie, parce que c'est moins faux en fait. Alors, très bien. Alors, MGN, il y avait un syndrome MGN. Vous les avez aussi, les médecins? C'est pas que nous, alors. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui, en même temps, est professionnel de santé? C'est les pires. Moi, je suis abominable comme patient. Alors, effectivement, c'est bien une tendinopathie. Et j'aime bien cette photo. Hein. Vous n'avez pas une tendinite de l'épaule, c'est juste que votre oiseau est resté trop longtemps sur l'épaule. Parfois, l'oiseau aussi, c'est les croyances qu'on met dans le patient, ça a été évoqué. Alors, là, on va parler un peu de kiné. Qu'est-ce qui est recommandé? Comme ça, vous allez peut-être pouvoir apprendre des choses, je l'espère. Ça date d'il y a 20 ans. Je ne sais pas s'il y a des kinés dans la salle qui ne sont pas sortis depuis 5 ans. En fait, en 2001, l'HAS nous dit qu'est-ce qui n'est pas recommandé pour les tendinopathies. Elle nous dit pas de MTP, pas d'ultrason. D'accord? Électro, ultrason, non recommandé. Alors, je ne regarde pas la salle pour voir celles et ceux qui regardent leurs pieds. Et le repos absolu est non recommandé aussi. Le repos relatif éventuellement quand c'est très rare. Donc ça à 20 ans. Hein. Je ne vous raconte pas le nombre de cabinets là où je travaille qui font électro, chaud, massage. Qu'est-ce qui est recommandé à l'époque? 2 exercices de renforcement musculaire, des muscles rotateurs et apprentissage de composition en 4G. Donc évidemment, je vais vous en donner des plus récentes, mais juste pour bien dire que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut arrêter de faire certaines choses. Et donc, j'ai pris des recommandations de 2014, parce que je les aime bien. Vous pourrez aller les voir, je vous donnerai accès au support de cours après. Vous pourrez aller les voir. Elles sont assez riches. Et alors, j'ai juste mis en gras quelques éléments intéressants, mais qui ont déjà été dit. Hein. Préférable de proposer un traitement conservateur d'abord, évidemment. Que les antalgies, si nécessaire, c'est exactement ce qui était dit en avant, c'est pour ça que j'étais vraiment content qu'on soit d'accord. Et qu'une intervention professionnelle est utile quand les plaintes persistent au-delà de 6 mois. Ça, c'est assez discutable, on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Et donc, concrètement, en kiné, qu'est-ce qu'on fait? Des exercices pour les tendinopathies, c'est vraiment les exercices. Sur les modalités, c'est discutable, mais les exercices, ça reste intéressant. Et il n'y a pas de preuve que le traitement chocal est supérieur au traitement conservateur sur les tendinopathies simples. À ma connaissance, je ne suis pas un expert, mais pour les ruptures traumatiques, ça reste discutable que la chirurgie soit intéressante. Mais si c'est une rupture atraumatique, en fonction de l'âge, hein, c'est relativement... le traitement conservateur sera tout aussi efficace. Et intéressant, 2 autres études. Dans les cas des douleurs d'épaule, l'exercice est supérieur à non-exercice. Et alors j'ai mis ça exprès parce que la thérapie manuelle, alors je dis ça pour les médecins, c'est quoi la thérapie manuelle? On a un problème de définition en France là-dessus, mais bon, on va dire que dans le plus communément accepté, la thérapie manuelle, ça va être tout ce qui va être quand vous avez posé la main sur votre patient. On appelle ça aussi le hands-on, donc le massage, l'étirement, la mobilisation. Ça fait un certain nombre d'années qu'on tire à boulet rouge sur les professionnels qui touchent leurs patients et qui traitent en thérapie manuelle. On se rend compte que sur l'épaule, dans celle-ci et dans cette étude de 2020, qui est dans une littérature, qu'en fait, quand vous ajoutez de la thérapie manuelle à vos exercices, ça marche mieux que l'exercice tout seul pour certains patients. Donc vous avez encore le droit de toucher vos patients, les kinés, hein, je vous rassure. Vous ne serez pas mis sur un bûcher et brûlé parce que vous avez mobilisé une articulation. C'est bien de le savoir. Hein. C'est les mêmes. Alors il y a aussi un truc rigolo, je fais une petite aparté. C'est les mêmes il y a 15 ans, quand on massait, on se faisait brûler aussi. Parce qu'il n'y avait pas de preuve du massage. Dans les dernières recommandations internationales sur la lombalgie, le massage en association au reste présente des preuves fortes. Donc c'est intéressant. L'exercice, oui, preuve forte. La thérapie manuelle, oui, en complément. Par contre, pas tout seul. Par contre, on sait non avec des preuves fortes qu'il faut pas faire de laser d'ultrason non pulsé, et les ondes de choc non avec des preuves modérées. Il y a un petit cas qui pourrait être discutable sur les calcifications. On pourrait éventuellement en discuter après. Donc, au bilan des courses, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, plutôt que de vous faire un protocole, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire de protocole, je vous propose quelques idées phares. Les techniques passives, pour moi, c'est un tremplin pour emmener la personne à bouger. C'est-à-dire que on a des patients, et c'était dans l'exemple qui était cité d'ailleurs, c'était parfait, on a des patients qui ont besoin qu'on les touche, qu'on leur fasse quelque chose, pour ensuite ne plus avoir peur de bouger, ou alors
ne faut pas oublier que le traitement manuel, c'est un excellent moyen de modifier la nociception sur le court terme. Et moi, j'utilise beaucoup de passifs, j'aime beaucoup déjà. Et là, ça me fait une raison pourquoi j'utilise, mais aussi parce que dans une séance, mon patient, quand il lève le bras, que ça lui fait mal, peut-être qu'en mobilisant son épaule pendant 3 minutes, après il lève le bras, il a moins mal et il peut enfin bouger, faire les mouvements. Donc le passif, il est au service de l'actif. C'est un tremplin pour l'actif. C'est pas obligatoire d'en faire, mais parfois, ça peut aider certains de vos patients. Évidemment, le plus important, c'est l'exercice pour les tendinopathies. Alors je vous mets cette ressource qui a été faite gratuitement par ces autrices que vous voyez ici, qui sont anglo-saxonnes. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un mec dans le tas. Le truc est gratuit. Je dis ça, je dis rien. Et dans ce truc-là, on peut sortir quelques éléments. Je ne sais pas si vous le savez, mais grâce à l'exercice, vous pouvez réaliser de l'antalgie pour vos patients. Si vous lui donnez des contractions isométriques prolongées associées à une distraction cognitive, nous en reparlerons juste après, eh bien ça peut soulager leur douleur. Une contraction de 30 secondes minimum avec une distraction, ça veut dire par exemple, je fais mes tables de multiplication, j'écoute les battements d'un métronome, je fais autre chose au niveau cognitif, ça peut changer votre douleur. Ou alors, l'exercice aérobie. Les exercices aérobies sont antalgiques. Vous savez que lorsqu'on pratique un exercice, on a une antalgie. Je suis en train de chercher le terme intelligent pour dire ça. Bon, ça fait une antalgie. C'est une antalgie induite par l'exercice. Voilà, c'est ça. Antalgie induite par l'exercice aérobie. Donc il y a tout un tas de trucs que vous pouvez faire. J'ai mis une petite vidéo, c'est un exemple. Vous voyez par exemple, on peut demander à la personne de faire bouger ses bras. Alors ça, on fait ça dans les aigus, de faire rouler une balle, et en même temps, je lui demande de faire bouger ses membres inférieurs. Et éventuellement, en même temps, je peux lui demander de compter, de réfléchir, etc. Ça va permettre de changer son expérience. Elle sera peut-être moins occupée à avoir peur dans le mouvement de l'épaule. Et petit à petit, vous pouvez faire bouger votre patient, même s'il est très douloureux. Le gros changement de ces 10 dernières années chez nous, c'est ce qu'on appelle l'activation de coiffe. En fait, on part du principe que si on veut permettre à ce patient d'aller mieux, il va falloir le soumettre à de l'exercice pour qu'il devienne plus fort. En fait, c'est ça le principe. Sauf que parfois, les personnes ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont un mauvais contrôle moteur. C'est-à-dire que, dit simplement, le muscle s'allume trop lentement, pas assez vite. La contraction, elle n'est pas pertinente, performante, parce qu'au niveau neurophysiologique, il y a comme une inhibition, si vous voulez. Et une des premières étapes possibles, c'est ce qu'on appelle l'activation. C'est une façon de l'appeler comme ça. Le principe, c'est qu'on va demander des mouvements à basse intensité pour non pas créer de la fibre, mais déjà améliorer la commande. Assez souvent, quand vous demandez, faites faire ces exercices, là, le step-up, vous allez voir, il y a une vidéo après, en fait, assez souvent, les gens qui avaient mal à l'épaule, comme ça, en quelques secondes, la douleur, elle diminue, voire elle disparaît. Et c'est hyper intéressant parce que psychologiquement, déjà, le patient, il lève son bras, il voit qu'il a plus mal. Et surtout, ça permet de faire de l'actif très très tôt. Alors, je vous donne un exemple possible. On a une personne qui a mal quand elle lève le bras droit, voilà, elle a une douleur ici. Et je mets en place une petite stratégie pour qu'elle le lève plus facilement. Et il existe plusieurs stratégies intéressantes. Par exemple, on peut réduire le bras de levier, lui demander de lever le bras à coude fléchi. C'est le même mouvement sauf qu'il y aura moins de poids. Si vous lui demandez ensuite de serrer le poing, ça va allumer de manière précoce la coiffe. Le fait de serrer le poing, ça active un peu précocement la coiffe. On peut aussi lui demander de le faire avec les deux côtés en même temps. On appelle ça l'éducation croisée. Quand vous faites des mouvements avec les deux épaules, ça améliore la fonction de la première épaule. On peut aussi lui demander un mouvement du corps, on appelle ça la chaîne cinétique, je ne sais plus si c'est ça que je fais après. Non, je vais lui mettre un élastique entre les mains pour lui demander une contraction préalable. Voyez ? Et en fait, l'idée c'est que quand elle a plus mal, je m'arrête et cet exercice qui lui fait pas mal, je vais lui donner à faire. Peut-être une semaine simplement, mais pour commencer à préparer le travail de renforcement. Donc on peut lui demander de lever, puis après vous allez voir, je vais lui demander de faire une faute en avant, je crois dans mes souvenirs. Bon, la vidéo est un peu longue, mais l'idée c'est ça, c'est qu'après on va lui demander de faire un pas en avant. Cet exercice s'appelle le step-up, je crois que j'ai mis une photo. Vous voyez, on fait un pas en avant en levant. Parfois juste le fait de lever le bras en marchant, les gens ils n'ont plus de douleur. Donc on commence à les travailler comme ça. Et dès qu'ils vont mieux, qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment, on va charger plus fort. Et alors là, les kinés, le gros problème qu'on a en kinésithérapie, c'est qu'on nous a dit que les gens ils étaient fragiles. Et comme ils sont fragiles, on leur donne 10 fois 15 répétitions, 3 séries. Et puis comme ça, on est tranquille et pendant le temps de pause, on discute du temps ou du petit chien ou des petits enfants. Eh bien, que nenni, si vous voulez que votre patient il lève plus facilement les bras, il faut créer de la masse de la fibre, donc il faut les faire bosser. Et en fait, quand on bosse, c'est dur.
Donc c'est-à-dire que quand je fais la série, ça me brûle. Sinon, ça ne fait pas de fibre. Essayez de viser, arrêtez de faire de la force endurance et de travailler l'hypertrophie. Pour faire de l'hypertrophie, 70 répétitions par groupe, il faut aller à l'échec musculaire. Ça veut dire, je fais des séries de 10, 12, je pousse, 10e c'est dur, 11e c'est difficile, mamie elle tremble, et 12e, je peux plus. C'est ça l'échec. Alors au début on n'ose pas, on dit, mais elle est vieille, elle est fragile. Je crois que vous avez France Moret qui est venu ici. Quand on parle des vieux fragiles, les experts en gériatrie, ils sont fous d'entendre ça. En fait, les vieux sont fragiles parce qu'on a dit qu'ils étaient fragiles. Mais je pourrais vous montrer des cas de rupture massive, des gens qui viennent comme ça. Moi, je les fais bosser. Au bout d'un mois et demi, si vous voulez lever le bras, il faut récupérer du deltoïde. Sinon, vous ne pouvez pas lever le bras. Il faut à un moment donné de l'hypertrophie. Donc la seule façon d'y arriver, il faut faire forcer les gens. Il faut faire des séries. Il faut que ce soit dur. Si ce n'est pas dur, il ne se passera rien ou ce sera beaucoup plus long. Donc faites bosser vos patients. Et en plus, ils seront contents parce qu'ils pourront soulever plus lourd. Grosso modo, travaillez votre coiffe, la rotation latérale, c'est vraiment le truc à faire. Et puis n'oubliez pas de travailler pour la scapula, le dentelé antérieur, le trapèze inférieur. Si vous avez 3 muscles si bien dans la tendinopathie, c'est la coiffe des rotateurs externes, donc les rotateurs externes, le dentelé et le trapèze. Enfin, le proprio, il ne faut pas l'oublier, développer ensuite de la vitesse. Et ça, c'est en fonction de ce que va faire la personne. Donc voilà pour un tout petit tour par rapport à la tendinopathie. Je vous montre un autre cas clinique. Donc là, vous allez retourner sur le lien précédent. Je vais passer. Hop, normalement. Hop, alors je vous montre le cas clinique. Alors, regardez ce cas clinique. Monsieur P, qui est programmeur. Douleur apparue il y a 4 mois, sans pire déclenchée par des mouvements rapides non préparés. Il bouge vite, paf, ça lui fait mal, puis ça le lance pendant un petit moment. Il a une douleur qui est constante, mais variable. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins mal à 1 sur 10, mais il fait des pics à 6 sur 10 dès qu'il bouge un peu vite. Elle est profonde, elle est diffuse, des fois il a un peu mal dans la main, mais pas tout le temps. Des fois ça monte dans les cervicales, mais vraiment le pire c'est là. Les nuits sont difficiles, réveil avec impossibilité de se rendormir, le traitement antalgique n'est pas efficace, et vous le voyez à 4 mois, là, il commence à avoir une raideur qui s'installe. Et quand vous le voyez, ça c'est lui. Alors, il a le pouce en l'air pour dire c'est quand même bien la kiné, mais j'ai beau être matinal, j'arrive pas à lever le bras. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'il a? Alors, est-ce que vous avez trouvé des choses? Je pense que vous avez compris. Ah, alors là c'est intéressant parce que donc, il y a de la capsulite, il y a de la névralgie. Ce qui vous fait penser à la névralgie, c'est qu'il y a une douleur qui descend. Alors c'était fait exprès, c'était un piège. Alors la première chose à penser évidemment, c'est si on a des doutes sérieux, normalement le médecin a bien fait son travail, donc il a exclu les pathologies sérieuses. Et névralgie, en fait il n'a pas de perte pas de trouble de fonction, il n'a pas de douleur en fil. Par contre, douleur nocturne, et puis comment ça s'enraidir? Ça sent vraiment l'épaule gelée, aussi appelée capsulite. Et effectivement, c'est une épaule gelée. Alors, c'est peut-être la seule chose sur laquelle, c'est pas que je suis pas d'accord, mais j'appelle autrement. Pour moi, il ne faut plus appeler ça une capsulite rétractile, il faut appeler ça une épaule gelée. Tout simplement parce que la capsulite rétractile, ça sous-entend qu'il y a une rétraction de la capsule. Et ce n'est pas toujours le cas. Je vous montrerai à la fin une petite vidéo particulière. Donc l'épaule gelée, ça veut dire la même chose. Quelles sont les recommandations pour l'épaule gelée? Alors il y en a plein. Dans les pathologies sur lesquelles je travaille, c'est vraiment celle que j'ai le plus étudiée. Et alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je m'adresse au kiné. Moi je suis un kiné qui aime bien les épaules gelées. Parce que le pronostic il est excellent. Les gens ils guérissent toujours. Alors on va se les continuer 2 ans. Mais le pronostic est plutôt bon. Non, en fait, en vrai, un premier truc que je peux vous dire, je parle au kiné parce que les médecins, je pense que vous ne les voyez pas comme nous on les voit souvent, et c'est toutes les semaines, ah, j'ai mal, un mois après, j'ai mal, c'est raide, c'est un peu moins raide, voilà, et au bout de 2 ans, ça va mieux. Et ça, c'est le même syndrome tout le temps. Donc en fait, si vous galérez les kinés, en fait, c'est juste que c'est normal, la posture est comme ça. C'est compliqué, c'est long. Donc c'est normal, donc tout va bien.
Le problème, c'est que ça, c'est nous. Et il y a une première situation de douleur. On a parlé de fascio tout à l'heure. Et raideur. Et vous avez le patient qui évolue. Alors d'abord, il passe par une phase de douleur. Et ensuite, il passe par une phase de raideur. En fait, au niveau de la rééducation, nous, on a 2 étapes. On ne va pas faire pareil quand le patient il est très là et quand le patient il est très ici. Notre problème, c'est quand il est au milieu. C'est quand il est au milieu, il commence à s'enraidir. Si on le bourrine un peu trop fort, il revient dans la douleur. Par contre, s'il est là, qu'il commence à s'enraidir et qu'on n'est pas assez engagé, il progresse moins vite. Donc en fait, c'est le seul truc qui est compliqué dans l'épaule gelée. Et c'est pour ça que je vais vous proposer qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de douleur, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de raideur, exactement comme ce qui a été dit. Voilà ce qu'on fait en 2021-22 pour un patient quand il a plus de douleur que de raideur. Souvent les kinés nous disent on peut rien faire. En fait, on peut faire plein de choses. Déjà, vous allez pouvoir faire plein de choses sans toucher votre patient, parce que c'est le moment où on touche son patient, et en fait, dès qu'on lui fait un truc, ça lui fait mal. Et on peut faire plein de trucs sans le toucher. On peut l'éduquer, lui expliquer ce qu'il a, le rassurer. On peut lui proposer de la relaxation, de la méditation. Il y a même des gens qui arrivent à s'envoler comme ça. On peut leur proposer de la réalité virtuelle. C'est très tendance actuelle, c'est en train de se développer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le principe de tout ça, la thérapie miroir, le principe de tout ça, ça va être de leurrer le cerveau. On a dit tout à l'heure que la douleur, elle était multifactorielle. Et donc, on veut changer l'expérience en leurrant le cerveau. Soit ça passe par des lunettes de réalité virtuelle, ça passe par de la méditation, de la respiration, de la thérapie miroir. C'est ce principe-là. Là, tout le monde peut le faire. Alors, je vous ai mis 2 applications. Moi, je vois mes patients sur Petit Bambou ou Respire Relax. Pourquoi ces applications ? Parce que c'est les seules dont j'arrive à me rappeler. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est pour leur aider de gérer cette situation de douleur. Moi, à titre personnel, quand ils sont vraiment en face de douleur et que je n'arrive pas à changer leurs symptômes, je leur recommande de retourner voir le médecin et de discuter d'une infiltration. Parce que clairement, il y a des gens, quand on n'arrive pas, qui dorment plus, ça fait 2 mois, ils sont déprimés, et ça peut nous donner une fenêtre de tir de 3 à 6 semaines, comme ça a été dit, pour ensuite engager l'éducation. Et des fois, on a juste besoin de cette petite pitchinette pour que les gens puissent en sortir. On peut aussi faire des trucs. Alors, je vous ai mis les chats avec... Il faut toujours mettre un chat dans une présentation en congrès. Ça adoucit les gens de voir un chat. Voilà. Et comme j'aime pas les chats, celui-ci se casse les gueules. Donc, pourquoi je vous ai mis le métronome ? Parce qu'en fait, la distraction, quand vous faites faire des contractions, comme je disais tout à l'heure, des contractions, des mouvements de ballon, du pendulaire, le fait d'ajouter une distraction cognitive, ça améliore vos résultats. Donc, le message clé ici, c'est que quand votre patient il fait les exercices, essayez de leur parler, de leur poser des questions, ou dites-leur quand vous le faites chez vous, occupez votre cerveau à autre chose, pensez à des choses positives, etc. Ça peut les aider pour calmer la douleur. Après, bien sûr, on a des techniques passives. Il y en a plein qui existent. Ce sont des exemples. Et simplement, mon message, c'est n'oubliez pas de traiter le rachis cervical, parce que quand on mobilise son rachis cervical, ça module un peu les symptômes de l'épaule. Vous pouvez vous amuser à appliquer des bandes de couleurs. Choisissez la couleur préférée de votre patient. À quoi ça sert ce truc ? Mis à part que c'est placebo, ça sert aussi, alors l'effet placebo c'est intéressant parce que ça permet d'aimer, ça permet aussi ce montage-là permet de se réaliser une petite compression articulaire, mécanique, et ça change aussi un peu les symptômes. Puis après on peut s'amuser à faire des montages ici avec des trucs, en tout cas vous pouvez tester plein de trucs, la clé c'est tout ce qui fait pas mal, vous pouvez le faire, déjà ça va un peu limiter l'enraidissement, et ce sera déjà ça de prix, et dans cette phase-là, le kiné, il a vraiment un rôle de conseil et d'être présent. C'est une période dans laquelle les gens sont vraiment... psychologiquement, ça peut être très difficile pour eux. Ils ont mal tout le temps, ils n'en voient pas le bout. Et pour un peu, quelqu'un qui lui dit « Tu vas voir, mon oncle, ça lui a pris 3 ans. » De toute façon, il pense qu'il va rester à 8 sur 10 pendant 3 ans. Donc, il faut rattraper le coup. Deuxième phase, là par contre, vous pouvez y aller plein pot. Plus vous y allez fort, plus ça progresse vite. Mais si vous y allez trop tôt, vous leur faites rebasculer dans l'inflammation. Il y a des preuves qui montrent que si on est très généreux et qu'on a expliqué pourquoi, on progresse plus vite que si on fait rien. D'accord ? Donc il faut expliquer à la personne, je vais y aller de manière un petit peu plus... Il faut que ça vous tire. Et moi je leur donne une métaphore que j'aime bien. Je leur dis, écoutez, si je vous demande aujourd'hui de faire le grand écart, vous pensez que c'est possible ? Ils vont dire, non. Je dis, si on laisse du temps. Oui, combien de temps ? 6 mois, d'accord. Et comment vous allez faire pour faire le grand écart ? Il va falloir que je m'étire. Ok, il faut que ça tire un peu ou pas ? Oui, si ça ne tire pas, je ne gagnerai jamais. Et la capsulite, c'est pareil. J'ai dit capsulite. L'épaule gelée, c'est pareil. C'est le grand écart de l'épaule qu'on veut faire. Donc le grand écart de l'épaule, si on veut le faire, il faut que ça tire un peu, sinon ça n'avance
On peut faire de l'actif aussi, hein, n'hésitez pas. Alors, il y a cet exercice d'Adam Nickins, là, où le patient se met sur le côté, puis avec un poids, il freine la descente. Exercice à l'élastique dans le dos. L'actif est très intéressant pour ça. Et donc, avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez faire des trucs de dingue. Avant-après, une épaule gelée, traitée en 1 mois. Like a boss. Sauf que, quand j'ai fait ça, je me suis dit, je vais quand même aller voir sur YouTube si quelqu'un a une idée. Et sur YouTube, il y a même lui, il arrive à traiter en 3 jours les capsules. 4 minutes. Moi, j'ai mis 1 mois, je suis mauvais. Hein. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un petit peu comme cette diapo. N'abandonnez jamais, 2016, 2019. Pas croire tout ce qu'on se dit, tout ce qui est dit. Il y a quelques années, il y a une autrice qui a sorti, il y a donc 2015-2018, qui a sorti cette vidéo. Alors je vous laisse regarder comme c'est édifiant. Vous avez une personne qui va se faire manipuler sous anesthésie pour une épaule gelée. Donc là, elle est réveillée en actif, épaule gelée qui ne se lève pas. Et donc ça, c'est juste en préopératoire. Là, elle est encore réveillée. Et donc la patiente lui dit stop. Ils endorment la patiente. Et une fois endormie, voilà ce qui se passe. La patiente se réveille et la raideur est revenue. Alors, c'est une capsule rétractile ou autre chose? Eh bien, en fait, ça s'appelle, on appelle ça maintenant une épaule sur garde musculaire, la muscle guarding. On considère que chez ces personnes qui viennent avec des épaules gelées, il y en a une partie qui n'ont pas de contracture de la coiffe, mais qui ont simplement la coiffe des rotateurs, de la capsule, pardon, qui ont la coiffe des rotateurs qui est tellement rigide qu'elle bloque tout mouvement. Et ces patients-là, probablement que ce sont des patients qui sont répondants à des thérapies par détournement d'attention, réalité virtuelle, hypnose, thérapie inconsciente, tout ce qui va leurrer le système nerveux. Parce que quand votre coiffe elle est contracturée, probablement que c'est un problème de sortie du système nerveux, une contracture réflexe. Je ne suis pas capable de vous dire le pourcentage de patients qui sont comme ça sur vos patients, mais il y a fort à parier que si vous êtes capable de traiter en 1 mois une épaule gelée, c'est que ce n'est pas une capsulite, c'est que c'est un problème de garde musculaire. D'accord? Donc je sais qu'on est très bon, mais non, on n'est pas bon au point de traiter les gens en 3 jours ou en 4 minutes d'une épaule gelée. Si c'est une épaule gelée d'origine capsulaire, ça va prendre du temps. Par contre, gardez à l'esprit qu'il existe des personnes qui ont ce problème de garde musculaire, et donc ce sont des gens qui vont récupérer plus vite, et c'est très bien. Et probablement que ces gens-là, ils vont progresser parce que on informe différemment le système nerveux. Donc je vous montre ça, je suis incapable de vous dire quel est le pourcentage de patients, mais c'est intéressant parce que le jour où on arrive à les identifier, en fait ces gens-là ils peuvent être traités assez rapidement. Et moi depuis que je sais ça dans ma pratique, si je vois que l'amplitude, je la récupère en 1 mois, 2 mois, c'est que c'était pas une capsulite. Une capsulite ça se récupère pas en 1 ou 2 mois. Ça n'existe pas. J'en arrive à la conclusion. Félicitations d'être resté réveillé jusque-là. Le message clé, alors j'en aurai plein, mais je vais essayer de me cantonner. Alors j'ai mis, ça je pense qu'avec la coopération avec le médecin est très importante. Je crois qu'en tant que kiné, déjà, il faut que vous soigniez votre éducation thérapeutique et essayer de rendre les gens autonomes. Prescrivez des exercices, pensez au biopsychosocial, essayez de sortir du bio. Les techniques passives sont super pour amener la personne à bouger. Le passif, il est au service de l'actif. C'est ça vraiment mon message clé. Priorité au retour à la fonction de la coiffe. On essaie d'abord de la stimuler, c'est-à-dire demander des basses intensités pour la réveiller, puis très vite, on va essayer de charger plus fort. N'ayez pas peur de mettre de la charge à vos patients si elle est progressive. Si elle est progressive, les gens, il n'y a pas de raison qu'ils flambent. Moi, j'essaie d'ajouter 10% de charge de plus par semaine. Toutes les semaines, je mets 10% de plus. Par exemple, si semaine 1, il fait 100 répétitions, la semaine 2, je le mettrai à 110, puis la semaine 3, je le mettrai à 121, etc. La stabilité scapulaire, elle est importante pour toutes les pathologies, visez dans le plantaire trapèze. Et s'il y a une épaule gelée, restez calme, éduquez, expliquez, c'est normal que ça dure longtemps. Je remets ma casquette lien d'intérêt, juste pour vous parler de deux personnes qui soutiennent la soirée.
Ils m'ont demandé de le faire, donc je le fais. Kiné formation, je fais une formation bientôt là-dessus en mai sur l'épaule. Et puis Physio Academy, je vous parle de l'épaule gelée, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé, c'est pour ça que je connais un petit peu. Je vous remercie de votre attention et juste sur ce site dans lequel j'ai des forts liens d'intérêt, dans la rubrique blog, je vous mettrai le support de cours incessamment sous peu, bientôt. Voilà. Si jamais vous voulez me contacter, j'assure les services après-vente à cette adresse-là. Et sinon, sur Facebook, j'ai un Facebook 100% professionnel. Donc, si vous voulez m'ajouter, je partage de temps en temps des contenus. Et je remercie beaucoup l'espèce de cette invitation. Je pense que j'ai un peu dépassé, mais on m'a dit que j'avais un peu le droit de faire ça. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté.